Bonjour Camille. Allô, Carl. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, hein? Oui, je trouve qu'aujourd'hui, on pète le feu. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'arrivée du printemps qui arrive. C'est l'été qui s'en vient. On sent... Ça fait du bien, tu sais. Ça fait du bien de sortir de l'hiver, le maudit hiver, vraiment. Oui, c'est vrai que ça fait du bien Ouais. et il y a officiellement plus de neige chez nous. Oh mon Dieu, oui, parce que toi, là, t'es comme vraiment dans le nord, fait que t'es comme en retard, tu Ouais, sais. encore... Parce qu'à Montréal, on en a plus depuis longtemps, mais comme ma mère, dans le fin fond de Québec, vous aviez encore de la neige jusqu'à tout récemment. Oui, donc là, enfin, on commence le mois de mai en force. Wow! C'est le printemps qui arrive, l'été qui s'en vient et aujourd'hui, l'épisode est présenté par nul autre que Matelas Bonheur, notre fabuleux Nos amis. commanditaire. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à aller les suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok parce que, Bonne idée. premièrement, c'est une compagnie d'une compagnie familiale et ils donnent plein de trucs sur le sommeil parce qu'on sait que c'est un art de dormir. Alors, je vous invite à aller les suivre. Et aussi, j'ai fait un shooting avec eux la semaine passée. C'est vrai? Dans un super beau studio et pour vrai, ça faisait tellement rêver tout ce qu'elle avait amené dans le studio. Et là, c'est comme un shooting des lits, des produits. Des lits, des draps, des couettes, des oreillers. Parce que j'avais l'air comme fille sur vos stories. Honnêtement, c'était vraiment le fun. Il y avait même un chien qui était là. Oui, j'ai vu. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis honnêtement, toutes leurs couettes, j'avais envie de tout changer. Mon lit au complet, ma chambre au complet. On dirait que ça m'a inspiré à comme faire un renouveau pour l'été. Tu sais, m'acheter des draps plus colorés, plus légers, une couette plus légère aussi. Mais moi, tu sais que moi, je l'ai déjà, ça. Moi, j'ai une couette plus légère pour l'été, une couette plus lourde pour l'hiver. Je suis vraiment quand même équipée en sommeil. C'est juste plate que je dorme quand même pas beaucoup. Mais ça s'améliore. Ben écoute, tu iras voir sur Instagram, elle donne des trucs pour mieux dormir. Et alors, le handle, c'est Matelas Bonheur. Oui, Matelas Bonheur. Vous pouvez aussi suivre sur Jump parce que je sais pas si vous savez, mais Jump, c'est comme le petit frère de Matelas Bonheur. Oui. Dans le fond, ils font des matelas qu'on peut amener dans le fond, qui se font livrer dans une boîte. Donc, c'est super pratique pour les déménagements, pour les chalets, pour n'importe quoi. Ils sont sont faits à partir de bouteilles recyclées, si je me trompe pas. Et voilà. vous avez 5% surtout avec le code promo La Vie Sociale. Sur ce, bon épisode, Camille. Bon épisode. Aujourd'hui, Carl, on reçoit Caroline Huard, qu'on connaît bien sous le nom de Louni. Donc, peut-être entre vous, vous allez savoir c'est qui si je dis Louni, mais nous, on la connaît en tant que Caro depuis quand même plusieurs années. Anciennement, ergothérapeute, créatrice culinaire qui partage des recettes 100% végétales. On peut la voir à l'émission Mordu, l'écouter au balado à plat ventre, la culture des diètes sur audio. Et c'est aussi l'inventrice du tofu magique. Et quand j'ai dit à mes amis que je recevais Louni, ils ont tous dit « Oh mon Dieu, le tofu magique ». Caro, merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment contents. Merci. Ça fait des années qu'on te connaît, qu'on te croise. Ouais. Mais là, enfin, on va pouvoir être à table et jaser. Plus longuement. Et je devrais dire que le tofu magique, moi, je suis très content depuis qu'on peut l'acheter déjà tout fait parce que je sauve du temps. Oui. Et depuis qu'il y a une version un peu plus épicée, c'est encore mieux parce que là, j'ai 2 options. Alors, tu peux y aller selon ton humeur. Je vais selon mon mood, oui, exactement. C'est ça. Et c'est drôle parce que chaque fois que je le cuisine, je pense à toi. J'ai comme ton visage fou, dans ma tête. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a un petit dessin de moi de sa boîte. C'est peut-être pour ça. Mais c'est fou, t'as quand même créé ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est Comme vrai. d'avoir créé ça, tu sais. C'est vraiment bizarre, surtout que je suis une grande fan moi-même de mon produit. Fait que je l'achète à l'épicerie. Ah ouais? Puis souvent, je passe à la caisse, ils sont comme... Tu veux pas te le faire Louni toi-même? ne cuisine pas son propre tofu, elle a déjà fait. Non, mais en fait, c'est quoi? C'est que moi, tu sais, la raison pour qu'on a créé ce produit-là, puis c'est pas dans l'idée de gatekeeper la recette, là, parce que, tu sais, elle est partout, là. T'as juste à googler le tofu magique, tu vas trouver la recette partout. C'est que je me suis passé la réflexion, j'étais comme, hey, même moi, là, j'ai pas d'enfant, j'ai juste moi à gérer, là. Ma cuisine est toute équipée, j'adore cuisiner, puis des fois, là... Manque de temps. Ben non, c'est même pas le temps, c'est l'espace mental. Des fois, je suis comme en surcharge, comme cognitive, et là, je suis comme... oui, tu sais, je peux pas cuisiner, puis de l'avoir tout prêt, ça me facilite la vie, puis c'est là qu'on a pensé à comme, OK, mais toutes les personnes, puis pour vrai, je reçois souvent des témoignages de gens qui sont comme vraiment touchés de venir me dire à quel point ça leur a facilité la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ben tu sais, moi, je suis végane pour des raisons éthiques, puis je trouve ça difficile de concilier ça avec ma réalité qui est que je suis super occupée, que j'ai pas tout le temps, je sais pas, je traverse une dépression, puis j'ai pas l'énergie pour cuisiner. Puis il me dit, j'ai tout le temps une boîte dans mon frigo, puis je sais que peu importe le genre de semaine que j'ai ça, puis je vais pouvoir le rajouter à une salade, blablabla. Puis oui, puis c'est réconfortant, je trouve, le tofu magique. Moi, je trouve ça réconfortant. Puis c'est vrai, ben, je le sais. Ben merci, ben moi aussi. Mais je te jure, il y a même des gens qui sont déjà venus me voir en larmes pour me dire, c'est pas à quel point ça a changé ma vie. Puis je suis comme,
c'est fou parce que c'est juste un tofu avec quelques assaisonnements puis tout ça. Mais je trouve qu'il y a comme un symbole un peu dans tout ça à quel point, tu sais, c'est le fun de sentir comme qu'on a pensé à toi, là. Comme, parce que souvent, quand on est végan, on est comme, OK, ou tu sais, juste des gens qui ont des intolérances, des allergies aussi, je suis comme, OK, ils n'ont pas pensé à moi quand ils ont créé les produits, là, ça, je peux pas manger ça. Mais le sentiment, puis tu sais, on le sait, c'est comme ça quand on achète des vêtements qui nous font aussi, on est comme, hey, il y a quelqu'un qui a pensé à moi, comme, puis là, je me sens comme vue, tu sais, mes besoins, je sens qu'ils sont validés. Fait que là, je suis en grosse psychologie du tofu magique, mais non, mais c'est vrai parce que je pense que c'est ça. Chaque fois que j'arrive à l'épicerie puis que je vois qu'il y a un nouveau produit vegan, moi, je capote, je suis quand même, pensez à moi, j'existe. J'ai une nouvelle option, je peux goûter à quelque chose de nouveau, je peux essayer de quelque chose de nouveau parce que les autres qui sont pas véganes, ils ont des nouvelles options à tous les jours. Nous, non. Mais de plus en plus. Et tu en fais partie de ce changement. Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît, hein? Oui, je sais, j'essaie de réfléchir. Au moins. Plus que ça. Parce que j'ai eu un souvenir qui date de 2017, puis on se connaissait déjà depuis un petit bout. Un souvenir Facebook? Non, un souvenir là, dans ma tête comme en personne, là, c'est que en 2017, en juin, je revenais d'un 5 à 7, puis je venais juste d'avoir une notification sur mon téléphone comme quoi Instagram avait parlé de moi. On était à Crèmerie. Oui! En fait, c'est que Instagram avait fait, le compte Instagram avec ses je sais pas combien de millions d'abonnés, avait fait comme un genre de feature là, sur moi. Là, il avait présenté une de mes créations artistiques faites à partir d'un smoothie. Là, et il avait fait mon portrait, puis il parlait de moi. Puis là, pas ça sur leur compte. Je me rappelle, t'avais gagné des... Et là, on était en direct, t'avais sur ton site, tu voyais tous les abonnés qui rentraient. Moi, je m'en allais chez nous après mon 5 à 7, puis j'étais comme, aller célébrer ça au Hush glacé avec une petite crème glacée. Puis là, je croise tout ça. Puis vous étiez, je pense que t'étais là, toi aussi. C'est comme vous étiez les premiers humains à qui je parlais. J'étais comme, oh mon Dieu. Mais là, on est toujours là dans les bons moments. Mais c'est un moment quand même marquant dans une vie, là. Parce que c'était comme le début de ton ascension sur Instagram. Ben oui, j'étais passée dans une semaine, de 11 000 à 25 000 abonnés, je pense. Quand même, là. Mais il y en avait beaucoup qui venaient comme de l'Indonésie là-dedans. Oui. Pendant un certain temps, là, mettons, tu sais, le top des villes, des gens qui me suivent, là, c'était genre Montréal, Laval, Jakarta. J'étais comme, OK, c'est avant Sherbrooke. Là, mais il y a sûrement beaucoup de ces gens-là qui sont partis, puis là, finalement. Ces gens-là sont partis, là. Mais je me rappelle de ça. Puis je me souviens, je t'avais montré puis là, tu sais, je fermais mon téléphone, puis là, je les réouvrais, puis c'était genre 800 nouveaux abonnés en comme, puis là, Carl était comme, oh my God. C'était comme, moi, c'est mon rêve. J'étais comme, ben oui, mais parce que, puis t'avais pas envoyé aussi un genre de cadeau comme un livre. Oui, c'est vrai. Mon Dieu, je me rappelle de ça aussi. C'était comme un livre qui t'avait envoyé. Un livre, genre. Avec les features du mois ou quelque chose de même qui était dedans. Une collection comme choisie sur le volet, là, comme d'or, là. Puis j'avais aussi deux œuvres. Puis tu sais, je disais, ben c'était des vraies œuvres, mais c'était comme un genre de papillon fait en légumes, là. Puis il avait été exposé à Londres au Tate Museum à Londres. Je suis déjà allée à ce musée. C'était là. Incroyable. Mais moi, il m'avait invité. Écoute, il m'avait. Un Christ de beau musée, je te le dis. Mais moi, il m'avait invité comme au vernissage, mais j'étais comme, c'est demain à Londres. J'étais comme, ouais, non, ça sera pas possible. Mon Dieu, on n'est pas assis devant n'importe qui. Ben, écoute. C'est international. Mais fait que ça, c'était en 2017, puis on se connaissait déjà. Fait que ça doit remonter à au moins 2015. Oui, parce qu'on était aussi juges dans un concours de bouffe végane. On a été juges ensemble, c'est vrai? Oui, tu sais, là. À Expo Manger Santé. Non? C'était une autre affaire, là, dans une salle de spectacle où est-ce qu'il y avait plein de chefs, là. OK, mais ça, c'était en 2019. C'était en avril 2019. Ouais, c'était le test de banquet de l'Association végétarienne de Montréal. Et voilà, ouais. C'est ça. Et voilà, c'était MJ Circle qui avait gagné, qui a les restos Mimi and Jones. Oui, que je commande beaucoup trop sur Uber Eats. Mais et ça, c'était juste avant que j'arrête un peu de prendre parole sur le véganisme. Et on prend en parler un peu plus tard parce que des raisons personnelles pourquoi je le fais plus. Souvent, les gens me disent, ben là, c'est quoi? Tu t'en fous des animaux maintenant? C'est pas ça. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je n'en parle plus autant. Je veux te féliciter sur ton balado parce que ton balado, de un, est extraordinaire, pertinent, intéressant et tu as remporté le prix Équilibre 2023. Oui. Bravo! Grâce à ça, à plat ventre, que ça s'appelle, c'est disponible sur audio. Oui. Et, premièrement, bravo pour ce beau prix-là parce que c'est une belle initiative. Le prix Équilibre fait beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses. Tu as déjà travaillé avec eux? Oui, j'ai déjà fait une campagne avec Équilibre en 2021 sur, je pense que c'était la semaine Le poids sans commentaire ou la semaine sans diète, je me rappelle pas exactement, mais on m'avait approché pour parler de l'importance des mots dans le langage culinaire
pour justement pour être aligné avec nos valeurs anti-diète, tu sais, donc tu sais de faire attention autant quand on crée des recettes que quand on décrit ce qu'on mange ou tu sais on partage ce qu'on a cuisiné sur les réseaux sociaux, tu sais, ou puis moi en fait ce que j'avais expliqué c'est que c'était important d'être capable d'identifier ce dont on avait envie pour pouvoir après ça se cuisiner quelque chose en conséquence, tu sais. Fait que des fois, on va dire, hey, là, j'ai vraiment envie de fraîcheur. Tu sais, mettons, t'as passé 2-3 jours à manger plus des aliments transformés ou t'as été sur la route puis t'as mangé beaucoup de friture. C'est pas parce que tu dois le faire, mais tu vas te dire, hey, j'ai vraiment envie de fraîcheur. Il me semble que je me ferais une grosse salade avec plein de légumes. Mais au lieu de dire, hey, j'ai envie de quelque chose d'allégé pour comme compenser tout ça, mais juste de dire hey, j'ai envie de fraîcheur, puis hey, j'ai envie de quelque chose un peu plus acidulé qui va relever la fraîcheur des légumes. Fait que j'avais fait ce projet-là avec eux, mais sinon j'ai jamais collaboré officiellement, mais par contre Équilibre a participé à plat ventre. Andréane Dufour Bouchard, une des nutritionnistes là, qui est chargée de projet, elle nous avait expliqué en fait comment savoir si on est à la diète sans le savoir, mettons. C'est un des aspects qu'il y a dans un Et je trouve ça intéressant parce que cette semaine, justement, Équilibre lance la semaine sans diète. Donc, c'est du 1er au 6 mai. Ouais. Et on voulait aborder ça avec toi, la culture des diètes, parce que c'est un sujet qui te touche, en fait. Mais qui nous entoure depuis des années aussi. Qui nous touche tous et toutes. Et je pense qu'on n'en parle jamais assez de ça. Ah ouais. Parce que c'est sournois. Oui. Ça s'infiltre dans nos vies sans même qu'on le sache, qu'on s'en rende compte. Et moi, je sais que je suis victime de ça depuis de nombreuses années. Ouais. Et je trouve ça vraiment... moi, je trouve ça quand même touchant que ce sujet-là, tu le portes, puis que tu en parles, puis que tu utilises ta plateforme pour parler de ça. Parce que tu partages des recettes, tu fais ça, mais en même temps, tu fais de la sensibilisation positive par rapport à ça. Puis je trouve ça vraiment... le fun. Et ma première question, c'est ça. Pourquoi tu t'intéresses autant à la culture des diètes? C'est probablement parce que tu en as été victime toi aussi? Oui, en fait, c'est que, tu sais, il y a des fois, il y a des choses dans la vie qui t'arrivent comme des grosses révélations. Moi, c'est ça qui est arrivé quand je suis devenue végane. En fait, là, tu sais, c'est comme quand tu prends conscience de quelque chose que tu ignorais, tu sais, qui était dans tes angles morts complètement. Tu sais, par exemple, l'exemple de la cruauté animale liée au fait de consommer des produits d'origine animale. Mais là, tout ton monde, un peu comme tu le vois dans une nouvelle lentille, puis t'es comme, oh mon Dieu, OK, mais là, ça t'amène à devoir faire un deuil. Tu dois faire le deuil de comment tu vivais avant, dans l'ignorance de tout ça. Puis c'est pas facile, un deuil, tu sais, il y a toutes sortes d'étapes à faire. Puis j'ai vécu un peu la même chose quand je me suis intéressée à la science du poids et de la santé. C'est quoi, en fait? Parce que moi, j'étais beaucoup, beaucoup motivée par le bien-être puis la santé. Oui, par le fait, tu sais, l'apparence et tout ça. Mais j'étais vraiment convaincue que j'allais être malade puis qu'on pouvait rire de moi si jamais j'étais malade, que ça allait être de ma faute si j'étais malade à cause de mon poids. Ça m'a amené à développer toutes sortes de comportements qui étaient pas sains, tu sais, autour de l'alimentation puis du sport. J'étais allée vraiment loin là-dedans. Mais un coup que tu comprends, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit, la science, là, vraiment les données à jour sur le poids et la santé, tu comprends. C'est pas qu'il existe aucun lien. Puis c'est pas qu'un poids élevé n'a aucun impact sur la santé. C'est pas ça. C'est beaucoup plus nuancé, mais en fait, c'est que c'est très complexe. Et que de décider de vouloir, disons, contrôler notre poids pour améliorer notre santé, c'est pas une bonne stratégie dans la grande majorité des cas, tu sais. C'est beaucoup mieux de miser sur des comportements qui sont sains, tu sais, par exemple, de se donner des objectifs en termes de bouger dans le plaisir, de manger dans le plaisir, mais d'une manière comme d'être à l'écoute de nos besoins, puis éventuellement, ça va s'équilibrer. Quand tu priorises tout ça, tu priorises ton sommeil, tes relations, plein de choses. Ça, c'est bon pour la santé, tu sais. Mais moi, j'ai eu besoin de déconstruire tout ça, puis ça m'a tellement choquée parce que j'avais cru ça depuis toujours, là. J'étais comme, c'est sûr que je vais être malade à cause de mon poids, puis ça va être de ma faute, tu sais. Et c'est... pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas c'est quoi la culture des diètes exactement, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, c'est pas tout le monde qui sait ça, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la culture des diètes? La culture des diètes, beaucoup de gens pensent que c'est le fait de suivre une diète. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de gens, quand on aborde la culture des diètes, vont dire, moi, je me sens pas concernée par ça parce que je fais pas une diète en particulier. Tu sais, je suis pas au régime, tu sais. Je suis pas au régime, ou tu sais, je suis pas inscrite à Weight Watcher ou des affaires de même, tu sais. Mais la culture des diètes, c'est beaucoup plus insidieux que ça. C'est un système de croyances. Et dans ce système-là, le corps mince ou athlétique, c'est le corps supérieur. Okay? C'est le plus désirable, c'est le plus sain. Même à la limite, on dit que c'est le seul qui est désirable et le seul qui est sain. Et dans la culture des diètes, il y a la croyance aussi que c'est nous qui contrôlons notre poids, que le poids, c'est entièrement déterminé par
nos comportements, nos choix. Donc, c'est comment on bouge, ce qu'on mange, entre autres. Donc, dans ce système de croyances-là, si tu es quelqu'un qui a un poids plus élevé, je vais en conclure que tu es une personne qui n'est pas désirable puis qui n'est pas en santé. Et en plus, vu qu'il y a la croyance que c'est de ta faute, ben je peux te traiter différemment. Je peux te dire, ben là, franchement, tu devrais avoir honte. Fait que ça amène beaucoup de honte pour les gens qui n'ont pas le corps idéalisé. Et même si tu l'as pas, le corps idéalisé, mais que tu fais ce qu'il faut pour tendre vers ça, c'est-à-dire que tu es à la diète ou tu fais beaucoup, beaucoup de sport, ben ça, on va t'applaudir parce qu'au moins, tu fais ce qu'il faut, même si ça finit par te rendre malade. Okay? Donc, et là, je dis c'est un système de croyances, ce sont des croyances qui sont erronées. Parce que quand on prend un pas de recul, premièrement, on voit que le poids, c'est pas quelque chose qui se contrôle tant que ça. T'sais, assez récemment, là, dans le dernier mois, il y a l'équipe du docteur Benoît Arsenault, le chercheur de l'Université Laval, ils ont publié un article où ils montrent que 50 à 70% du poids, en fait, 50 à 70% des facteurs qui déterminent le poids, ce sont des facteurs génétiques, donc sur lesquels on n'a aucun contrôle. Est-ce que ça veut dire que comment on mange ou comment on bouge n'a aucune influence sur notre poids? Non. Mais c'est un facteur parmi d'autres. Et quelqu'un pourrait avoir une alimentation impeccable et être très actif physiquement puis avoir un corps relativement gros. Puis quelqu'un pourrait être sédentaire avec une alimentation vraiment pas optimale, une grosse quantité de nourriture ingérée puis être naturellement mince. T'sais, on accepte souvent qu'il y a des gens qui sont naturellement minces, mais on a de la misère à accepter qu'il y a des gens qui sont naturellement gros. C'est vrai, ça. C'est vraiment vrai, ça. Puis j'ai l'impression aussi, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais mettons, moi, au secondaire, il y en avait une particulière qui était super mince puis qui pouvait manger n'importe quoi, puis on la jalousait. Ben oui. On disait, je suis tellement jalouse, j'aimerais tellement tellement ça manger ce que je veux. Fait que déjà jeune, je me rappelle, c'est un souvenir qui date du secondaire, que déjà à cette époque-là... C'est pour ça que je dis que c'est sournois, parce que même moi, je me souviens, tu sais, toute ma vie, ma mère était obsédée avec les régimes. Toute ma vie, ma mère était sur tel régime, telle diète. Ah là, elle perd du poids, elle le reprend, elle fait, mange juste de la soupe, boit juste des jus. Ma mère était comme conditionnée à ça, et ma mère a toujours habité en campagne, n'est pas exposée nécessairement aux réseaux sociaux, n'est pas... Alors, ça vient d'autres endroits, ça vient de partout. C'est générationnel, tu sais, ça vient de nos mères, de nos grands-mères, tu sais, c'est quelque chose qui se transmet beaucoup au sein des familles aussi, mais aussi c'est quelque chose de très culturel. Et comme beaucoup de phénomènes culturels qui sont tellement bien ancrés, on s'en rend pas compte que c'est là. La mentalité des diètes, c'est pas si vieux que ça. Ça fait pas des milliers d'années, là. Ça date de la Révolution industrielle, donc 175 ans à peu près. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Mais le fait de valoriser le corps mince puis de considérer que c'est le plus beau puis le modèle optimal, mettons, c'est une anomalie dans le temps et dans l'espace, là, dans le sens que si on sort de nos petits œillères, de notre contexte culturel à nous, là, des 150 dernières années, 175 dernières années, la majorité du temps, c'était pas le type de corps nécessairement qui était valorisé. Il y a souvent eu un type de corps plus valorisé. Tu sais, on pense par exemple, tu sais, les fameuses peintures de la Renaissance avec les femmes plus en chair et tout ça. Mais moi, une chose que j'ai apprise en travaillant sur le balado, puis à chaque fois je donne cet exemple-là parce que si moindrement on a une fibre féministe en nous, ça va nous accrocher. Mais une des raisons pourquoi la minceur est valorisée chez les femmes, c'est que pour un homme, d'avoir une femme mince à son bras, c'est un signe d'affluence ou de richesse parce que ça signifie qu'il y a les moyens de se payer une femme qui n'a pas besoin de travailler physiquement. Il peut avoir une femme frêle, délicate, fragile à son bras parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va comme devoir manger assez puis bouger assez puis qui aurait comme un corps un peu plus solide, tu sais. Fait qu'avoir une femme plus solide à son bras, c'est un signe que tu réussis pas tant que ça dans la vie, tu sais. Fait que ça, c'est un des enjeux comme plus misogyne, disons, derrière ça. Il y a des enjeux aussi liés à la race aussi, tu sais, au temps de l'esclavage et tout ça. On en parle dans le balado à l'épisode 3. Donc, il y a vraiment tous ces enjeux-là. Donc, un coup qu'on comprend d'où ça vient, ces idéaux-là, c'est sûr qu'on a envie de les remettre en question. Et l'idée, c'est pas de dire, OK, ben, maintenant, on va juste valoriser les corps plus gros. C'est vraiment pas ça. Parce qu'en remettant en question la hiérarchie des corps, en fait, qui vient avec la culture des diètes, on célèbre plutôt le fait que la diversité existe, puis c'est ça qui devrait être célébré. T'sais. Il y a des gens qui vont toujours être naturellement minces, il y a des gens qui vont être naturellement plus gros, d'autres naturellement athlétiques. C'est ça qu'on devrait célébrer. Mais le fait de dire il y a un corps à la mode en ce moment, c'est ça qui pose problème, puis on nous vend l'idée qu'on peut faire ce qu'il faut pour
atteindre ça. Puis des fois, j'aime faire un parallèle avec, mettons qu'il y a une couleur de cheveux qui est à la mode une année. Mettons, c'était bien à la mode d'avoir les cheveux mauves, OK? Ben, ça reste relativement accessible pour la majorité des gens, mettons, qui ont des cheveux. Et, mettons, on va dire ça. Comme moi qui s'est bouché les cheveux il y a 3 ans, qui est resté blond. Ouais. Bon, ben c'est ça, exact. Là, t'es à mode. Donc, tu sais, on nous dit, hey, c'est à la mode, OK, tu sais. Fait que là, si ça me tente, je sais que je suis à un rendez-vous chez le coiffeur ou la coiffeuse de fitter dans l'idéal, mettons. Mais le problème, quand on dit qu'il y a un type de corps à la mode, c'est OK, mais je suis supposée faire quoi? Tu sais, on nous vend l'idée qu'il y a une solution simple pour atteindre ça, que c'est à la portée de tout le monde, ce qui est pas vrai, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent réussir à... En fait, il y a des gens qui vont avoir ce corps-là naturellement. Il y a des gens qui vont l'atteindre avec un minimum, peut-être, de changement dans leurs habitudes de vie. Et il y a beaucoup de gens, la majorité, vont devoir se rendre malades, développer l'équivalent d'un trouble alimentaire pour avoir ce type de corps-là. Donc, c'est pas juste l'idée de « faut accepter le corps plus gros », faut remettre en question l'idée qu'il y a une hiérarchie des corps qui existe. Il faut remettre en question l'idée qu'on a le contrôle sur la forme de notre corps. C'est vraiment ça, remettre en question la culture des diètes. Puis moi, des fois, j'ai l'impression d'être dans une espèce de chambre d'écho parce que la majorité des gens autour de moi sont informés sur ce sujet-là. Mais il s'agit de sortir de nos plateformes puis d'aller dans d'autres, disons, dans d'autres milieux, pour constater que non. Pour constater que ces idées-là sont encore là. Voyons donc, cette femme-là, elle devrait pas porter ça à la télé, ça l'avantage pas. Comment ça se fait qu'il a pris du poids? Lui, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi, il se laisse aller? Tous les commentaires que je reçois. Voilà. Mais c'est une obsession, en fait. Et c'est pour... aujourd'hui, dans la culture des diètes, là, elle est où? Elle s'infiltre où? On peut j'imagine, la réponse c'est partout, mais mettons plus précisément, là, tu sais, c'est parce que moi, je pense, magazines, télévision. Exactement. Mais au-delà de ça. C'est sûr qu'il y a dans tous les médias, tu sais, médias traditionnels, médias sociaux, tu sais, une statistique qui m'avait beaucoup frappée en faisant la recherche. Je pense que ça a été cité, entre autres, par Marie-Michel Ricard, là, dans son livre sur l'image corporelle. Quelque chose comme 2% de la population a naturellement le type de corps qu'on voit la majorité du temps à l'écran, dans les films et les séries télé. Tu sais. Heureusement, c'est en train de changer un peu. On voit un petit peu plus de diversité corporelle. Mais quand même, 2% des gens ont naturellement ce type de corps-là. Donc, on voit, en fait, on a l'impression que ce qui est la norme, c'est d'avoir un corps, disons, comme on voit dans les médias, mais en réalité, ce sont des gens qui sont sélectionnés parce qu'ils ont ce type de corps-là, entre autres. Ils ont souvent du talent aussi, puis d'autres choses qui s'ajoutent. Mais on nous montre toujours la même chose, fait qu'on va dire « Ah ben non, mais c'est moi qui est pas normal », tu sais. Mais il s'agit d'aller faire un tour sur une plage, puis on constate le concept de diversité corporelle, il est là. Il y a pas un corps qui est pareil, il y en a pas beaucoup qui ressemblent à ce qu'on voit à l'écran dans les magazines. Donc, tu sais, oui, il y a les médias comme ça, les magazines, les médias sociaux, évidemment. L'avantage des médias sociaux, c'est qu'il y a des gens qui n'avaient pas accès à des tribunes avant parce que, justement, il n'y avait pas le bon type de corps, puis maintenant, ils peuvent prendre cet espace-là, donc on voit plus une diversité. C'est beaucoup autour des tables quand on partage un repas avec quelqu'un, c'est le fait quasiment de s'excuser d'avoir « Hey, mon Dieu, j'ai fini mon assiette. Hey, c'est parce que là, il faut qu'on explique. C'est parce que hier, j'ai pas beaucoup mangé. Tu peux-tu juste avoir fini ton assiette? » Puis en prendre une deuxième. Sans avoir besoin de justifier. C'est tout ce langage-là autour des aliments. Hey, aujourd'hui, j'ai été bonne. Regarde, je me suis fait une salade. T'sais. Pourquoi t'es une meilleure personne pour ça? T'avais peut-être juste envie d'une salade. Puis tant mieux, je suis contente pour toi que tu aies pris le temps de te cuisiner ce qui te faisait du bien cette journée-là, mais je t'aurais pas jugé si tu avais ramassé comme une collation sur le fly. Je tiens à dire que même moi qui parle de ça, souvent quand même, quand je mange une salade après, je suis comme, je le sens. Je suis comme, C'est comme fier, maintenant? Oui, et ça veut dire que moi-même, je suis encore victime encore aujourd'hui, malgré toute l'information à laquelle j'ai accès, puis que je comprends c'est quoi. Ben oui. Je comprends c'est quoi, je suis éduquée là-dessus, je m'informe là-dessus, mais encore aujourd'hui, quand je mange une salade, je suis comme, yes, t'es fier. Bravo, Carl, yes. Ouais. Et ça, ça n'a pas de bon sens. C'est ça fait, qui montre à quel point c'est sournois, puis à quel point on est toutes victimes de ça, tu sais. C'est complètement ancré, on s'en rend pas compte. C'est quelque chose qui est très, tu sais, on va le voir beaucoup dans les gags aussi, tu sais, on va souvent faire tu sais, comme c'est rendu moins bien vu de faire des jokes sur les gros, les grosses, on va peut-être plus aller dans l'autodépréciation, puis regarde-moi ça, j'ai le bourrelet, j'étais pas prête pour la saison du bikini. Tu sais, c'est des trucs comme ça. On va beaucoup s'excuser de nos corps, en fait, puis de comment on mange. Moi, je pense que c'est beaucoup ça, la culture des diètes. Ça veut dire qu'on continue d'adhérer à l'idée qu'il existe une hiérarchie des formes de corps, tu sais. Tant aussi longtemps qu'on considère, ou tu sais, si on dit, puis tu sais, tu le dis, là, tu as encore ces pensées-là, moi aussi, là, je suis pas à l'abri de ça, tu sais, parce que on est toutes pognés là-dedans.
Ben Puis oui. des fois, j'ai l'impression que je répète beaucoup les mêmes choses, tu sais, quand il est question de culture des diètes, mais je suis comme, il faut, parce que le message contraire, on nous le bombarde continuellement. On n'en parlera jamais assez de ça, parce que le message contraire, on l'entend tellement. Puis tu parlais justement la semaine passée ou il y a quelques jours, le nouveau trend sur TikTok, sur Instagram, de comme what I eat in a day, tu sais, ce que je mange en une journée, je sais, est-ce que je sais pas si c'est moi qui Non, je pense pas, mais c'est un sujet qui m'intéresse. C'est un trend, justement, où les gens vont montrer tout ce qu'ils ont mangé dans leur journée. Puis souvent, ça vient te confronter à te dire, mon Dieu, ben moi, j'ai pas mangé mon carotte puis mon hummus aujourd'hui. Moi, j'ai pas pris mon smoothie vert. Tu sais, ça, j'imagine que même ça, c'est ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Quelqu'un qui disait justement à quel point que c'était mauvais de montrer ça parce que ça peut rendre les gens super complexés. Je pense qu'il y a un peu de nuance autour du, tu sais, le what I eat in a day ou de montrer une journée dans mon assiette. Je pense que c'est quelque chose à la base qui vient beaucoup de la culture du wellness, là, tu sais, puis tu sais, je vais vous montrer qu'est-ce que je mange et tout ça. Pour ressembler à ça. Pour ressembler à ça, parce que très souvent, ces vidéos-là sont accompagnées de body checking. Je vais montrer mes abdos, puis sinon, je vais me préparer ma salade, mais en petit top de sport qu'on voit bien mes muscles définis, puis tout ça. Fait que c'est sûr que même si c'est pas explicite, c'est implicite que si tu manges comme moi, tu vas avoir l'air de moi, alors que on n'a pas la même génétique que cette personne-là, on n'a pas les mêmes, peut-être les mêmes hormones, on n'a pas la même chose et tout ça. Je sais que cette tendance-là a été reprise beaucoup par des personnes aussi plus grosses qui disent je veux normaliser une journée dans mon assiette qui est comme une vraie journée normale. Fait que tu sais, je suis pas pour la tendance d'une journée dans mon assiette si c'est accompagné beaucoup de, tu sais, je vais vous montrer comme ce que vous devriez faire pour avoir l'air de moi. Puis encore là, je sais pas à quel point ça peut être nocif même de se comparer aussi à ce qu'une autre personne qui vit dans un corps plus gros va manger. Mais je pense qu'il y a un peu plus de nuances dans cette catégorie-là. Mais c'est beaucoup la notion de comparaison, je pense, qui pose problème. Puis c'est la notion, c'est comme s'il y avait une meilleure façon de manger alors que ça va varier. Tu sais, puis là, je dis ça en n'étant pas nutritionniste, en étant vraiment quelqu'un qui s'intéresse au sujet puis qui met ça en pratique, là, de l'alimentation intuitive, qui est l'idée de manger selon ce que ton corps a besoin puis de concilier ça avec ce que tu as envie aussi. C'est de manger dans le plaisir puis d'aller chercher de la satisfaction dans ce que tu manges. T'sais, la satisfaction est considérée comme étant aussi importante que la nutrition, tu sais. Ce qui va te permettre de vaquer à tes occupations. Moi, je sais, si j'ai mangé quelque chose de pas satisfaisant, là, ça risque de m'occuper l'esprit jusqu'au prochain repas. Je suis comme, j'étais pas satisfaite, là. Mais quand je mange quelque chose de satisfaisant, tu sais, qui a nourri autant mon corps que mes besoins, après ça, je peux vaquer à mes occupations puis je pense pas à la bouffe. Puis ça, pour moi, c'est signe que c'était un bon repas. Puis est-ce que c'est ça l'alimentation intuitive? C'est quoi l'alimentation intuitive? Encore là, puis je dis ça en étant quelqu'un qui s'y intéresse, là, pas une nutritionniste qui pratique l'alimentation intuitive, mais c'est une solution de rechange à la mentalité des diètes, en fait. L'alimentation intuitive, c'est une façon de se nourrir où est-ce qu'on va prioriser le fait d'être à l'écoute de nos besoins plutôt que de se fier à des signes extérieurs qui sont comme tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça. Dans l'alimentation intuitive, il y a une composante de nutrition équilibrée aussi là, qui s'appelle, je pense, en anglais c'est gentle nutrition ou en français comme se nourrir dans la bienveillance, être bienveillant avec soi-même à travers la nutrition, quelque chose comme ça. En gros, c'est, tu sais, dans l'alimentation intuitive, les gens pensent que c'est je vais juste manger des burgers puis de la poutine puis tout ça, mais c'est pas ça. C'est que au départ, le premier principe de l'alimentation intuitive, c'est de remettre tous les aliments sur un pied d'égalité au niveau moral, tu sais, de dire il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre au niveau moral, tu sais. Je suis pas une meilleure personne si j'ai mangé une salade, mettons, qu'un burger. Fait que c'est sûr que ça peut impliquer une période où on va expérimenter, puis là, si on s'est interdit toute notre vie de manger de la crème glacée, ben là, ça se peut qu'on en mange vraiment plus que ce que notre corps réclame, mais éventuellement, ça va s'équilibrer. Puis en alimentation intuitive, tu vas apprendre à concilier aussi comme ce qui te fait du bien. Tu sais, comme moi, j'adore boire un latte, tu sais, mais j'en bois pas le soir parce que, puis c'est pas une règle stricte de la culture des diètes, c'est que je sais si j'en bois, je dors mal. Ouais, c'est pas bienveillant envers moi-même. C'est de s'écouter davantage. Ouais, c'est d'être bienveillant. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Ou tu sais, si mettons, je suis dans un resto puis il offre une espèce de poutine végane décadente avec des ailes de chou-fleur frites dessus. C'est sûr, ça a l'air bon. Mais si je sais que j'ai un meeting qui me demande d'être concentré l'après-midi, je vais peut-être choisir plus le bol avec du quinoa puis du tofu parce que je sais que ça va me soutenir. C'est l'affaire bienveillante à faire envers moi-même. C'est pas une règle comme c'est mal de manger. Non, celle-là, je la mangerais si je m'en vais m'effoirer sur un sofa après. Tu sais,
relaxer avec mes amis. Est-ce que c'est important à ce moment-là de comprendre quel nutriment est bon pour nous, puis de savoir quel effet peut apporter? Oui, c'est ça. Je pense qu'en alimentation intuitive aussi, ça c'est quelque chose qui, tu sais, dans les médias, ce qu'on nous présente de l'alimentation intuitive, c'est souvent on va s'arrêter à l'idée de, tu sais, le premier principe qui est de dire que tous les aliments sont égaux, mais ça, c'est vraiment juste la porte d'entrée vers l'alimentation intuitive. Puis c'est pour ça que ce sont des nutritionnistes qui travaillent avec cette approche-là, tu sais, parce que oui, il y a quelque chose de nutrition à connaître. Je pense que plus on est éduqué sur la nutrition, plus on est capable de faire des choix éclairés. Tu sais, par exemple, je reviens à l'exemple du café. Mettons que je n'étais pas éduquée sur le fait que le café, ça empêche de dormir, je ferais peut-être pas ce rapprochement-là. Mm-hmm. Puis tandis que si on m'informe de ça, c'est une information qui va m'être utile pour faire un meilleur choix, tu sais. Mm-hmm. Fait que oui, c'est important. Ou tu sais, par exemple, quand on est végane, si on n'est pas capable, si on n'a pas des notions assez, mettons, de base en nutrition où on sait comment se créer un repas équilibré, puis on mange tout le temps des trucs, mettons, juste des légumes avec une petite vinaigrette, mais c'est sûr on va avoir faim, puis là on va être comme, mais là, fait que là on risque comme de pas se sentir bien puis de tout le temps penser au prochain repas. Mais si on est capable de se créer un repas avec comme beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, on est capable de se faire quelque chose d'équilibré parce qu'on a ces connaissances-là. Fait que moi je pense que c'est un privilège d'avoir accès à ces connaissances-là, mais je pense que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller dans cette direction-là d'une manière plus saine aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que oui, c'est pour ça que ce sont des nutritionnistes, puis c'est une approche qui est faite pour être utilisée beaucoup en 1 à 1, tu sais. C'est pas une approche qu'on peut juste comme appliquer en lisant 2-3 captions sur Instagram. C'est ça. Il n'existe pas d'autres outils, par exemple, quelqu'un qui veut être complètement autonome, ben oui, ben tu sais, c'est comme n'importe quoi, mais tu sais, je comparerais ça, mettons, à de la thérapie cognitivo-comportementale. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr que l'idéal, c'est d'être accompagné par un thérapeute. Il y a plein de raisons qui font en sorte que c'est pas possible pour beaucoup de gens. Ça coûte cher, il manque de ressources. C'est un peu la même chose avec la nutrition aussi. C'est vraiment pas accessible à tout le monde. Mais il y a des bons livres sur la psychologie qui peuvent nous aider à comprendre nos biais cognitifs, qui peuvent nous donner des exercices. C'est un peu la même chose. Fait que, tu sais, oui, il existe de plus en plus d'outils de livres sur le sujet. Parce que je veux pas que ça a l'air un peu, ironique de dire, je m'en vais consulter une nutritionniste, mais je fais, tu sais, dans ma tête, des fois, consulter une nutritionniste, ça peut avoir rapport aux diètes, parce qu'ils vont t'établir un plan et tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme... on embarque dans un bon sujet. Mais en même temps, je pense que les nutritionnistes sont conscientes de ça, de cet il y a aussi la façon de le faire qui est d'une façon bienveillante pour soi-même. Mais en fait, c'est que... pour s'informer davantage. Le rôle de nutritionniste, encore là, à cause de la culture des diètes, le rôle des nutritionnistes a beaucoup été réduit à faire des programmes qui allaient permettre d'atteindre un objectif X, souvent étant la perte de poids. Mais moi, j'ai parlé à beaucoup de nutritionnistes là, pour plat ventre, là, puis il y en a pas beaucoup qui nous parlaient de perte de poids. C'est rarement un objectif qu'ils vont avoir avec leur clientèle, sauf dans des cas très particuliers, mettons, pour des chirurgies ou des trucs médicaux comme ça. Puis c'est quelque chose, c'est une des frustrations, je pense, des nutritionnistes d'être réduits à ce rôle-là, parce que au contraire, tu sais, le rôle, c'est extrêmement complexe, la nutrition humaine. Ce sont les spécialistes qui vont être capables de s'ajuster en fonction, tu sais, c'est les facteurs biopsychosociaux là autour de l'alimentation. Là, c'est tout ça qu'un professionnel va considérer. Donc, dans l'idéal, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de nutritionnistes disponible dans le réseau, accessible à tout le monde. Mais il y en a plein qui font un super bon travail sur les médias sociaux, qui écrivent des livres. Tu sais, avec le balado, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un exercice de sensibilisation puis de réflexion. Mais il y a pas, on n'est pas allé dans le détail des outils. Tu sais, c'est un documentaire qui dure 2h30. Parce que chaque épisode est un sujet en particulier. En fait, c'est une quête qui évolue. C'est ça, c'est ta quête à toi. C'est ma quête. C'est ça que je trouve le fun, c'est un projet personnel. C'est parti de toi, ça? Oui, c'est en fait, ça a parti au début de 2020, donc juste un peu avant la pandémie. Il y a Christy Harrison qui a sorti son livre Anti-Diet, qui d'ailleurs c'est un bon livre aussi qui a été traduit en français, Anti-régime. Puis j'avais été avec Catherine Lefebvre, on avait été à Pénélope parler du livre qui venait de sortir, puis toute la fin de semaine, moi puis Catherine, on s'écrivait en pleurant, genre on était comme, ça m'avait profondément chamboulée parce que j'étais consciente des concepts de la culture des diètes parce que j'écoutais le balado de Christy, mais c'était la première fois que je les voyais toutes mis ensemble comme dans un livre. Puis tu sais, je l'ai lu en une fin de semaine. Puis ça m'a vraiment, là, j'étais en colère. Là. Ça m'avait fait ça aussi quand j'avais lu « Je mange avec ma tête d'Élise Desaulniers », puis c'est ça qui a motivé beaucoup le véganisme, tu sais. Puis ça comme, c'est comme si c'était comme un paradigme qui s'écroule. C'est comme si finalement, là, tu réalises tout ça. Puis là, tu te sens trahi. Puis là, tu sais, j'étais comme, il y a plein d'émotions.
Puis Pénélope nous avait dit, mon Dieu, les filles, j'ai regardé vos stories sur Instagram, vous avez l'air bouleversées, c'est quoi, là? Fait qu'on avait parlé du livre, puis moi, c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser plus, puis à partager plus de contenu. Puis je me suis dit, ça serait intéressant de, tu sais, je me suis dit, ce que je vis, moi, c'est sûr que je suis pas la seule. Puis, tu sais, par rapport à, par exemple, à la grossophobie, tu sais, qui en fait, je pourrais dire que c'est comme le terrain fertile où est-ce que la culture des diètes peut prendre racine, tu sais. Moi, j'avais des, tu sais, disons, ma relation avec tout ce combat-là a évolué beaucoup, puis j'en parle dans le balado. Au début, tu sais, je jugeais les militantes, j'étais comme, check-les, elles se sont trouvées une façon comme de pas se forcer. Ah, c'est mes gènes, blablabla. Je suis comme, attends, c'est que moi, je cours 6 jours semaine, puis moi, là, j'en mange pas du sucre. Là. J'étais là-dedans, fait que ça me dérangeait de voir du monde qui se permettait d'être bien dans leur corps, parce que j'étais comme moi, on m'a dit que j'avais pas le droit, là. Moi, on m'a dit qu'il fallait que je maïsse tant aussi longtemps que j'allais pas avoir l'air de ça, tu sais. Ça a l'air dur dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je me sentais, puis quand le balado est sorti, là, la réponse a été tellement... tu sais, j'avais beaucoup d'appréhension, là, ça a sorti comme début janvier en 2022, puis on a livré le projet comme le 22 décembre. Fait que moi, j'ai passé un temps des fêtes dans l'anxiété en me disant, hey, d'un coup qu'il y a ça qui est pas bon, d'un coup que les personnes grosses se sentent comme exclues parce que j'étudie quelque chose de pas correct. On aborde des thèmes liés au racisme, par exemple, ça a tout été bien abordé. Est-ce que les médecins vont m'haïr? Est-ce que les nutritionnistes vont... Là, j'avais tout ce questionnement-là, mais tu sais... Je comprends, mon Dieu. Je pense que quand t'as passé comme 1 an comme dans un projet, mais finalement, la réponse a été... Parce qu'on est beaucoup dans la nuance, tu sais, ça a été... Il y a des entrevues qui ont été assez difficiles à faire parce que je rencontrais des gens qui n'avaient pas nécessairement la même vision que moi, puis j'ai essayé d'approcher ce projet-là d'une manière un peu comme une journaliste plutôt que comme une militante sensible, tu sais. J'ai essayé de mettre mes émotions, pas de côté, mais tu sais, vraiment de les mettre dans un endroit où elles allaient pouvoir servir quelque chose, tu sais. Je voulais pas juste... Tu sais, je voulais pas être confortable dans ce projet-là. Ça a été très inconfortable tout le long, mais c'est ce qui a fait que beaucoup de gens se sont sentis comme interpellés, tu sais. Puis je vais toujours être fière de ce projet-là pour ça, là, tu sais, parce que ça a été je dirais, ça m'a pris beaucoup de courage comme pour faire ça. Mais après ça, un coup que tu vois tous les gens qui viennent à toi puis sont comme... Honnêtement, je suis comme, ben oui, c'était normal de le faire. On est plein à se sentir comme ça, mais je ne savais pas à quel point on était tant à se sentir comme ça. C'est qui est nécessaire, selon moi, parce que, encore une fois, ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul dans cette situation-là. Comme dans toute autre situation, on peut se sentir seul, de voir qu'il y a des gens qui vivent la même chose que nous, puis d'entendre des opinions qui nous font du bien aussi, tu sais, parce que dans ce sujet-là, c'est facile de se faire toujours rabaisser. De se taper la tête, de se dire toute ma vie, j'ai vécu ça, j'ai vécu dans un corps gros toute ma vie. Alors, toute ma vie, même en étant un homme, toute ma vie, mon corps, c'était pas le corps idéal, ni... Puis même encore aujourd'hui, de retour dans le dating life, mon corps n'est vraiment pas l'idéal. Et t'as le réflexe de penser que c'est à cause de ton corps que t'as toujours... C'est toujours de ramener à, ben, c'est parce que mon corps est trop gros, parce que mon corps est pas correct, parce que mon corps est ci, ça. Fait que ça fait que je m'ostracise moi-même, mon propre corps, et ça, c'est tellement pas bon. C'est tellement pas bon, et c'est pour ça que j'en parle autant, moi aussi, parce que c'est pour ça que je le montre, mon corps, davantage aussi. Parce que c'est important aussi de dire que les hommes ont vu ça aussi. Oui, puis tu sais, moi, c'est pas une réalité que je connais, évidemment, étant une femme. Puis c'est un sujet, moi, je trouve ça vraiment important que tu en parles aussi parce qu'il y a pas beaucoup d'hommes qui en parlent encore. On a l'impression que c'est un sujet c'est tabou. C'est tabou. Tout ce qui a trait à la vulnérabilité, au masculin, souvent, on a l'impression que c'est davantage tabou. Mais... Tu sais, il y a un homme, entre autres, qui a parlé de son expérience dans le balado, qui est Jean-François Cédé, tu sais. Oui. Puis... On le salue, d'ailleurs. Oui. On l'aime. J'ai tellement aimé mon entrevue avec Jean-François. Il est adorable. Oui, puis, tu sais, qui nous partage toute son expérience, tout ça, comme quoi, s'il se fait inviter à un brunch, il doit aller sur Internet avant, regarder à quoi ressemblent les chaises, parce que c'est pas s'il va pouvoir y aller, sinon au brunch, tu sais. Le nombre de témoignages que j'ai reçus après ça de gens qui m'ont dit... c'était beaucoup des filles qui me parlaient de leur chum, qui vivaient dans des corps plus gros. Puis qui moi, c'est des messages comme ça que je reçois aussi. Ouais, c'est ça. Beaucoup ça. Et merci, mon chum, blanc, parce que les chums,
souvent, ils vont pas nécessairement l'écouter, le balado, tu sais. Il y en a que oui, puis tout ça, mais se sentent moins interpellés peut-être par ce sujet-là. Mais j'ai reçu tellement de témoignages, puis j'étais comme, OK, bon, c'est vraiment important qu'on en parle de ça. Puis oui, puis encore là, qui est un milieu que je peux pas parler d'expérience, mais je sais que dans le milieu queer aussi, il y a des standards qui sont différents aussi. Oui, puis c'est ça que j'allais dire, parce que par rapport à Jean-François, c'est la même chose que moi, tu sais, au sens où au sein même de notre communauté, il y a énormément de grossophobie aussi. Et même si j'essaie de me rappeler que j'essaie toujours de me dire, moi, je vois le bon fond des gens. Tu sais, je suis comme, non, c'est pas ça. Ça doit pas être ça. Mais il y a toujours, oui, effectivement, au sein de la communauté, on sent ça, que le corps idéalisé, c'est le corps mince, le corps athlétique, le corps musclé. Et toute ma vie, ben, j'ai jamais eu ce corps-là. Ben oui. Alors, c'est sûr que puis je l'ai jamais vu représenté non plus. Alors, ça fait du bien de voir de plus en plus de représentation. Oui. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris mon courage à deux mains pour le faire, parce que c'est beau avoir une plateforme, c'est beau faire des niaiseries sur Instagram, là, puis c'est drôle, mais c'est le fun aussi de pouvoir prendre ça puis de faire quelque chose qui pourrait aider les gens. Comme moi, j'aurais aimé ça me faire aider, puis c'est ça que tu fais avec ton balado aussi, tu sais. Puis, ben merci. Puis, tu sais, le manque de représentation, là, c'est pas banal, là, tu sais, puis moi, ça m'est arrivé, là, je me souviens, comme dans le temps des fêtes, là, je faisais un genre de review des films quétaines de Noël, là, sur Instagram, là, comme, tu sais, les films où tout le monde finit par acheter une auberge, là, puis tombe en amour le 24 décembre, en tout cas. Puis ça a ouvert la porte pour parler du manque de diversité corporelle dans les comédies romantiques, tu sais, entre autres, tu sais. Puis dans les films de Noël, on a trouvé genre le film avec Queen Latifah, qui, encore là, mais qui a une silhouette, disons, tu sais, en sablier, qui, mettons, la silhouette idéal des corps plus gros, tu sais, puis je me sens entre guillemets. Puis peut-être Jack Black dans The Holiday, tu sais, qui est comme... Ça, c'est mon film préféré. C'est ça, mais c'est pas... Tu sais, on peut... Mais c'est souvent... à petite échelle. Ben oui, puis souvent on dit, il y a pas de représentation. Attends, il y a Jack Black. C'est comme, attends, je veux que je te nomme tout le reste, en fait. Les dizaines de milliers d'autres qu'il y a pas, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui m'avait écrit... Ouais, mais là, faut pas voir de la politique partout, là. C'est juste un film. Moi, j'écoute un film pour me divertir, pas pour faire de la politique. Puis j'étais comme, attends, faut vraiment être privilégié pour avoir ce discours-là. Faut vraiment que tu vives pas d'oppression pour dire qu'il y a pas, tu sais, que la politique, c'est pas intéressant ou c'est pas essentiel, tu sais. Puis là, quand je dis politique, je parle plus comme de nos, tu sais, de faire évoluer les mentalités et tout ça. Parce que oui, ça a de l'impact de pas se voir représenté, tu sais. Quand on, tu sais, énormément d'impact. Pense à un personnage, tu sais, moi, des fois, je suis comme fâchée de dire pourquoi ça m'a pris tant de temps à arriver à ce constat-là, que, tu sais, j'avais le droit d'exister dans le corps que j'ai. Puis pourquoi je croyais tellement fermement à tout ça. Pense à tous les films. Moi, je me rappelle pas d'avoir déjà vu une personne grosse tomber en amour, puis que c'était pas genre une joke. Là. Non, c'est ça. J'ai déjà vu ça, une femme grosse, comme avoir une belle histoire d'amour à l'écran. Je sais pas, peut-être récemment, les dernières années, peut-être un peu. Ça a changé un petit peu, j'imagine, avec Rebel. Puis, moi, ça me fait penser à Girls. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que quand Girls est arrivé dans ma vie, puis là, on s'est dit justement qu'on allait le réécouter aujourd'hui dans notre trentaine, de le repartir du début puis de le réécouter. Mais quand je me rappelle que quand Lena Dunham est arrivée dans ma vie, puis quand j'ai regardé cette série-là, c'est une femme, je suis un homme, mais je me sentais quand même représentée. Ouais. Parce que dans toute sa splendeur, sa diversité, sa différence, et le fait qu'elle s'assumait sa confiance aussi. Quelqu'un qui a de la sexualité avec un bourrelet, c'était la première fois que je voyais ça. Et qu'on voyait des plans de côté où on voit vraiment le corps comme il est dans la vie, et où je me disais, ben quand moi je fais l'amour, c'est de ça que j'ai l'air aussi. Oui. C'est pas... c'est de ça que j'ai l'air, puis de voir des plans comme ça, tu sais, là, on recule, peut-être il y a 7-8 ans, là, je veux pas me tromper, mais encore là, moi, ça me confrontait moi-même de voir des images de même. Ben oui. Parce que j'en avais jamais vu de toute ma vie. Ça, c'est tellement, tu sais, un rapport sexuel en deux personnes grosses à la télévision, dans un film qui est censé être sexy comme n'importe quel autre film, on n'en voit pas. Alors quand moi j'ai vu ça, j'étais comme, oh mon Dieu, puis c'est pour ça que j'admire énormément cette femme. Voilà, moi, ça m'a fait la même chose, Girls aussi. Puis pourtant, tu sais, quand tu regardes objectivement, Lena Dunham, dans Girls, elle devait habiller du 12 ans, 14 ans. C'est à ça que je voulais en venir aussi. Mettons, elle était straight size, en tout cas, qu'elle pourrait s'habiller dans la majorité des boutiques. C'était même pas une femme qu'on pourrait considérer. En plus, c'était juste pas quelqu'un de très mince. Et pas dans les standards. Non. Puis, tu sais, je disais, j'ai écouté en fin de semaine Yellow Jacket, tu sais, Mélanie Linsky. Qui doit habiller du 12 ans, peut-être du 14, tu sais. Puis elle en parle ouvertement en entrevue de à quel point elle s'est fait refuser des rôles toute sa vie parce qu'elle fitait pas dans les standards. Puis je suis comme, mais c'est tellement une belle femme, puis elle est tellement... Mais je la regardais dans Yellow Jacket, puis tu sais, elle a juste l'air d'une fille de 40 ans, là. Mais
elle est magnifique, mais je suis comme, en même temps, ça me choquait un peu de la voir. J'étais comme, on voit tellement pas les gens avec son type de corps à la télé. Alors que elle s'était fait critiquer. Oui. C'est elle qui fait aussi The Last of Us. Oui. C'est ça, puis elle s'était fait dire qu'elle ne méritait pas le rôle de, justement, que c'est comme dans une espèce elle a pas de l'air assez... d'apocalypse, elle a pas l'air assez mince, c'était pas crédible, tu sais. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, tu sais, ces genres de petites choses, tu sais, juste que Kate Winslet dans Titanic, moi, je m'identifiais à elle parce que j'étais comme, hey, elle aussi, tu sais, elle a comme un peu plus... Puis on s'entend... Parce qu'elle était juste un petit peu plus en chair. C'est qu'elle était pas très mince, c'est juste ça, mais elle était mince, là, tu sais. Ben oui. Mais, tu sais, où Natalie, dans Love Actually, tu sais, que la joke, c'était que son chum l'avait laissée parce qu'elle était trop grosse, mais là, le président, lui, a trouvé bien de son goût, puis il y avait plein de jokes sur son poids, puis tout ça, puis j'étais comme... Je m'identifiais aussi à ce personnage-là, même si j'ai jamais ressemblé à ce personnage-là, parce que j'étais comme... C'est le seul qui est un peu différent, mais... Puis, ça prouve le manque de représentation. Puis des fois, je me dis, OK, puis même moi, là, tu sais, je suis à la taille que j'ai, je suis vraiment privilégiée aussi. Là. Il y a plein de privilèges que les gens plus gros que moi n'ont pas aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment cela qu'on voit, la nécessité de déconstruire ça comme un tout, là. Tu sais, on peut pas juste dire, maintenant qu'on voit de temps en temps 2-3 filles qui avaient du 12 ans à télé, c'est beau, on a atteint la diversité. Non. On a besoin de voir des corps avec toutes sortes de peaux, tu sais, toutes sortes des handicaps visibles, tu sais, des postures différentes, tu sais, toutes sortes de formes, de gros aussi, parce qu'encore là, les femmes grosses, souvent, si tu as une silhouette sablier, c'est plus acceptable, tu sais, versus si tu as plus ton gras dans l'abdomen, puis des petites jambes, on est comme, non, ça, on veut pas voir ça, tu sais. Fait qu'il y a tout ça aussi qu'il faut... C'est de voir, en fait, des personnes grosses dans plusieurs situations. Exactement. Qui sont là, pas juste parce qu'elles sont grosses, tu sais. Exactement. Tu sais, une fille qui tombe en amour, mettons, ou un gars qui tombe en amour, tu sais, une histoire d'amour, puis que les deux, ils ont le poids qu'ils ont, puis que ça fait pas partie de l'intrigue, ça serait vraiment cool, tu sais. Puis plus tôt l'année dernière, il y a un film qui est sorti, une comédie c'était l'histoire entre deux hommes qui tombent en amour, là. Bros. Comment ça s'appelle? Bros, c'est ça. Et je me rappelle, à la sortie du film, je suis allé le voir le premier soir parce que j'étais vraiment excitée de voir une comédie romantique avec deux hommes. Parce que c'est jamais arrivé de toute ma vie où vraiment je pouvais voir, c'est vraiment ça le film. C'est une comédie romantique avec deux hommes qui tombent en amour. Et still, quand je suis sortie du film, oui, je suis content du projet qu'on fait, oui, je suis content du film, mais j'avais vu deux corps minces. Ouais, c'est ce qui est acceptable. Et encore là, il y avait comme une partie de moi qui était comme, hey, ça va être quand qu'on va arriver où est-ce que il va y avoir un gars avec mon corps, tu sais, qui va tomber en amour pour de vrai à la télé, au cinéma, puis on va le voir, puis ça va se passer. Ça va être un personnage complexe. Exactement, puis ça sera pas sur le fait juste qu'il est gros puis qu'il est gay, tu sais, que c'est autre chose. Non. T'sais. Parce que tu sais, des personnages gros, là, tu sais, quand tu y penses, là, mettons Jurassic Park, là, la raison pourquoi tout va mal, là, c'est parce qu'il y a le gros qui était trop occupé à manger son lunch plutôt que de surveiller les machines, là. Puis il est un peu stupide, puis tu sais, c'est tout le temps ça, là. C'est tout le temps à connotation négative. Ben, ça me fait penser à Mathilda aussi, la fameuse scène du petit gars qui mange son gâteau au chocolat, puis Madame Trunchbull, elle le force. Moi, ça m'a traumatisée. Tu te souviens-tu de cette scène-là? Non, parce que moi... T'as jamais vu Mathilda? J'ai jamais vu Mathilda. Je te l'ai dit 20 fois. Je sais, mais OK. Faudrait que je le regarde. Moi, j'ai la scène en tête, mais je me rappelle pas d'avoir vu le film. Ben moi, mais je pense que j'étais trop vieille quand c'est sorti. Ben moi, j'étais quand même jeune. Là. Je devais avoir une dizaine, 10-12 ans. Sorti en quelle année? Ça fait vraiment, 2000, vraiment longtemps. Ça doit... En tout cas, on pourra revérifier, mais il y a une scène en particulier où que c'est le jeune plus dodu de l'école qui s'empiffre d'un gâteau de chocolat partout d'en face, quasiment à en vomir. Comme si, mais c'est évidemment lui qui est là, qui se fait comme un petit peu martyriser à cause de son poids, puis ça m'a vraiment, ça m'a traumatisé encore à ce jour. Parce que tu t'empiffres de gâteau au chocolat. Puis il n'y a aucune personne mince qui mange de gâteau au chocolat. Jamais. C'est jamais arrivé de l'histoire. Je pense qu'on est rendu à la question du sort. On va y aller, ça avance tellement trop rapidement. Là. Très vite avec Looney, c'est parce que c'est une belle conversation. Ben, je bois tes paroles, littéralement. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens aussi. Je pense que ça fait du bien et je trouve ça vraiment important parce que c'est comme un reality check. C'est comme... Il faut s'informer là-dessus, il faut avancer notre raisonnement là-dessus, puis c'est pas pour un type de personne seulement, c'est pour tout le monde. C'est que tout le monde est affecté par la culture des diètes. Après ça, plus puis tu sais quand on te tire les cartes de la génétique là au hasard là, il y a des gens qui avec les cartes qu'elles ont tirées, elles sont moins affectées par la culture des diètes, mais elles le sont quand même. Puis il y a des gens qui en sont comme
C'est violent ce qu'elles subissent à cause de la mentalité comme négative, à cause de la hiérarchie des corps puis à cause de la culture des diètes. Il y a des gens qui peuvent pas passer une journée tranquille à cause de ça, des personnes qui ont pigé la carte d'être plus gros, tu sais. Fait que ça concerne tout le monde, mais c'est sûr que les personnes plus grosses sont plus opprimées, tu sais, par un système comme celui-là, tu sais. Mais oui, il faut en parler. Faut en parler. La question douceur présentée par La Natura Casa. Qui est une entreprise d'ici qui prône le retour aux sources et au naturel. Et aujourd'hui, en fait, je voulais juste vous rappeler l'importance de choisir une crème adaptée à son type de peau. La Natura Casa offre 6 crèmes différentes pour les besoins de tous. La déshydratation, les rides, les cicatrices, les boutons, les rougeurs, la peau terne. Donc, peu importe ton besoin, ils vont avoir une crème pour toi. Alors aujourd'hui, question douceur. Comment as-tu fait pour t'aimer davantage? Quels sont les trucs et outils que tu as utilisés que tu pourrais donner au suivant? Oui, ben moi, il y a quelque chose il y a quelque chose, en fait, qui a été vraiment comme un gros changement pour moi. Ça a été d'accepter de voir que j'étais quelqu'un de complexe avec de multiples dimensions, tu sais. Puis je trouve que de s'aimer, en fait, c'est pas d'essayer de contrôler tout ce qu'on est, tu sais, parce que, tu sais, dans une relation, si tu essaies de contrôler comment l'autre est continuellement, c'est pas de l'amour, là, c'est du contrôle, là. Fait que je me suis dit, je veux essayer d'apprécier qui je suis dans le bon et le moins bon, tu sais. Par rapport à l'image corporelle, moi, je suis pas quelqu'un qui est comme, tu sais, je me file, je me trouve tout le temps belle, j'adore mon corps. Non, j'en suis pas là. Je l'haïs pas non plus. Je suis vraiment neutre par rapport à ça. Mais ce qui m'a permis de développer une forte estime de moi, puis tu sais, un sens de l'identité vraiment plus fort, c'est de voir justement toutes les facettes de moi, outre mon apparence, tu sais. Mon apparence, c'est une chose. À l'au-delà de ça. Mais puis c'est pas que c'est pas important, tu sais. Je pense qu'on vit dans une société où c'est important, puis ça fait partie aussi de comment on se présente, tu sais, ça fait partie de comment on s'exprime souvent aussi. Mais c'est juste que j'ai appris à me voir dans une autre lentille que celle de l'apparence, puis tu sais, je sais c'est quoi. Puis encore là, c'est pas toute de ma personnalité que j'aime. Il y a des affaires qui me gossent profondément. Genre, tu sais, il y a des affaires dans ma façon de gérer mes émotions que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui me gossent. Tu sais, il y a des affaires que j'aime pas par rapport à mes traits de personnalité. Il y en a d'autres que j'adore. Tu sais, mais j'ai comme appris que c'est correct. Tu sais. Puis on a le droit d'aimer qui on est sans aimer toutes les parcelles. Tu sais, mais on peut juste les accueillir aussi. Fait que moi, c'est vraiment ça, de comprendre que, tu sais, d'essayer de contrôler quelque chose. Si t'es pas capable de lâcher prise sur le fait que tu seras jamais parfait, là, puis que ça va tout le temps être comme quelque chose de complexe avec du bon puis du moins bon, mais tu vas passer ta vie à courir après la perfection parce que ça n'existe pas, tu sais. Puis dans le fond, pourquoi on essaye d'être parfait souvent, autant notre apparence que comment on est puis qu'est-ce qu'on dit. C'est pour les autres. Ben c'est parce qu'on a peur de comment on va se sentir si jamais les gens se rendent compte qu'on n'est pas parfait, tu sais. Puis alors que d'expérimenter de pas être parfait puis de voir comment c'est accueilli par les autres, premièrement, les gens qui sont supposés de rester, ils restent, tu sais. Quand tu montes une facette de toi où, mettons, je sais pas, t'as perdu patience puis après ça, t'es capable d'avoir une discussion puis soit de t'excuser ou blablabla, les gens qui sont encore là après, qui sont comme, ah ben oui, tu sais, mais merci de t'excuser, mais tu sais, je comprends vraiment puis hey, moi aussi, je me serais sentie comme ça. Ces gens-là sont faits pour rester parce qu'ils te voient dans toute ta complexité. Puis les gens qui sont comme, excuse-moi, je pensais que tu étais parfaite, ça m'intéresse plus maintenant que tu n'es pas parfaite. OK, bye. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'accepter de s'asseoir avec l'inconfort qui vient avec le fait de pas être parfait, tu sais. Fait que ça, j'aimerais ça que tu écrives ça quelque part. Ben, on va le sortir en extrait. Tu sais, que tu écrives ça, là, tu sais, partager cela. Un gros T-shirt avec tout ça écrit en arrière. Mais comme des groupes de tournée, là. Tu sais, comme... Oui, exactement. J'adore. Exactement. Comme un festival. Puis je trouve ça le fun que tu parles de perfection parce que je m'en allais vers ça avec mes autres questions, avec mes petits cartons. Tu fais des capsules sur la plateforme Mordu, dont des capsules qui s'appellent Méchants commentaires, que moi j'adore parce que on parle de véganisme là-dedans souvent. Ben juste de véganisme en fait. Véganisme et culture des diètes aussi. Il reste des épisodes qui sont pas sortis encore, mais oui, on parle des deux. Et il y a, en fait, c'est bon, si vous avez pas vu les capsules, vous lisez les commentaires négatifs que vous recevez, puis vous réagissez à ça dans le fond. Et avec le véganisme, et je dirais toute autre forme d'activisme, vient souvent des commentaires négatifs. La police. Et là, je parle, bon, là, peut-être la police végane. Mais non, ça, c'est autre chose. Mais, et moi, dans le fond, ce que j'aime de ces capsules-là, c'est le fait vous vous assumez complètement. Je pense à celui avec une maman végane qui est toutes des conceptions que les gens ont ou des idées qu'on imagine par rapport au véganisme, de penser que c'est pas...
que c'est mauvais pour plein de milliers de raisons. Puis là, on le reçoit souvent. Moi, je le reçois plus beaucoup parce que j'en parle plus beaucoup. Ouais. Mais c'est une des raisons pourquoi. Et juste avant d'expliquer pourquoi moi, j'en parle plus, je veux saluer la façon dont tu le partages. Parce que tu partages le véganisme toujours avec bienveillance. C'est pas dans la confrontation. C'est toujours dans... C'est comme si tu étais aussi à l'écoute des autres dans ça. Et moi, je trouve ça très bon, cette façon-là de le partager. Merci. Parce que c'est pas dans la... confrontation, mais dans l'empathie, ouais. C'est comme toujours dans la bienveillance. Et, tu sais, au début de mon véganisme, moi, tu sais, ça fait comme 8 ans là, que je suis végé, tu sais. Il y a eu des hauts et des bas, et je ne suis pas parfait. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de parler de ça sur mes plateformes, c'est que je ne suis pas parfait. Et j'étais tannée de me faire rappeler que je l'étais pas. Et j'ai été blessée par plusieurs situations qui se sont passées. Et j'ai décidé de reculer par rapport à ça parce que il faut que je choisisse mes combats dans la vie. Mais ça veut pas dire que c'est plus un de mes combats personnels. Mais non. C'est autant important pour moi, ça fait autant partie de ma vie. C'est juste que c'est comme si mon énergie, j'avais plus d'énergie pour ça. Écoute, alors, je te comprends. Mais c'est pour ça que je t'en parle parce que tu le vis aussi. Oui, je l'ai déjà vécu aussi, une espèce de séance intense de cyberbullying. Moi, je l'ai vécu une fois. Je l'ai vécu par des véganes une fois. Moi, je l'ai vécu une fois et c'est là que j'ai décidé de... Je pense que c'est un PTSD encore de cette situation-là. Ouais, mais... tu sais, ce que je trouve important de dire par rapport à... En fait, toutes les causes de justice sociale, ça prend des gens qui militent de diverses façons. Puis dans toutes les causes de justice sociale, il y a toujours des gens qui ont milité en enfreignant la loi. Puis ça a été nécessaire pour faire évoluer les choses. Fait que, tu sais, ça... moi, honnêtement, j'ai pas ce qu'il faut pour faire ça. Tu sais, j'ai pas les qualités personnelles pour dire je vais aller comme manifester devant un abattoir. Je sais pas comment je dirais avec ça, comme émotivement, cognitivement. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui le font. Après ça, tu sais, je pense que ça prend des gens aussi qui vont être beaucoup comme dans, mettons, le choc, là, qui vont présenter des images, des faits. Puis effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont devenus véganes après avoir été exposés à des images chocs. Fait que ça, je trouve ça important de le faire. Après ça, c'est comme si t'es dans une équipe, tu veux faire avancer le projet. Je pense que c'est important de trouver les rôles, tu sais. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, mon rôle, là où j'étais bonne, puis ça reflète beaucoup ce que je faisais comme travail avant. Moi, comme ergothérapeute que j'ai pratiqué pendant 16 ans, mon rôle, c'était d'accompagner des gens dans des changements de vie. Tu sais, quelqu'un qui vivait une dépression, qui est en arrêt de travail, on voulait qu'il retourne à une vie plus normale. Fait que je l'amenais à changer des croyances qui allaient changer des habitudes. Tu sais, parce que si la personne, elle avait la croyance que ça servait à rien qu'elle prenne soin d'elle parce qu'elle valait rien, ben il fallait que cette personne-là travaille là-dessus avec son psychologue puis avec moi, puis qu'éventuellement elle décide, ben oui, ça vaut la peine que je prenne soin de moi quand je vais aller prendre une longue marche, tu sais, parce que ça me fait du bien. Fait qu'on travaille sur les croyances avec beaucoup d'empathie, tu sais, je vais pas juger la personne qui est pas capable d'aller marcher parce qu'elle est en dépression. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle y va pas. Puis une fois qu'on a compris, je l'accompagne là-dedans, tu sais. Puis c'est un peu la vision que j'ai aussi pour beaucoup de changements. Je pense qu'il faut être capable de rejoindre les gens où ils sont. Puis encore là, pas tout le monde, mais il y a une partie de la population que si on arrive avec des images chocs, ils n'ont pas les outils. C'est pas comme ça qu'on peut les rejoindre, simplement. Non, parce que c'est trop. Tu sais, puis quand ça devient comme violent, ils sont comme non, je ne veux pas être exposé à ça. Fait qu'on va juste, c'est impossible d'avoir une discussion. Il y a des gens qui, au contraire, qui vont être réceptifs à ça. Donc, c'est pour ça que quand je dis que ça prend une diversité de gens, ça prend des gens qui vont faire des changements au niveau politique aussi. Tu sais, ça prend des chercheurs à l'université qui font avancer. Tu sais, si on sait, mettons que les animaux, c'est des êtres sentients, donc ils ressentent les émotions pour la douleur, c'est parce qu'il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Fait que ces gens-là sont importants. Il y a des avocats qui font avancer la cause animale en se battant pour faire changer les lois puis tout ça. Fait que tous ces gens-là sont importants. Moi, j'ai l'impression d'avoir le rôle un peu, pas facile, mais j'ai l'impression d'avoir un peu le beau rôle là-dedans parce que je suis pas dans la confrontation. Fait que, tu sais, il y a les gens qui sont pas véganes vont m'aimer, mettons. Mais honnêtement, puis des fois, je me questionne, je fais comme, mais là, tu le fais-tu pour ça? Non, je sais que je le fais pas pour ça. Je sais que je suis pas dans la confrontation parce que c'est pas dans ma nature. Puis émotivement, je pourrais pas dealer avec ça, je me brûlerais. Je serais pas capable de fonctionner. Je suis une personne extrêmement sensible. Même partager des images de cruauté, j'ai de la misère à le faire parce que même moi, j'ai de la misère à les regarder. Tu sais. Puis moi, c'est pas ça qui a fait changer, comme qui m'a fait changer. Fait que bref, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde qui essaie de militer à sa façon.
Là où, par contre, je trouve que c'est important de mettre un pied à terre, c'est justement d'exiger une perfection de la part de tous les militants puis de la part de tous les gens qui s'essayent vers le véganisme, tu sais. Je pense pas que ça aide personne. Moi aussi, je l'ai vécu en 2020. J'avais fait une publication où est-ce que c'était en référence au fait qu'il y avait 2-3 célébrités cette semaine-là qui avaient partagé c'était quoi leur diète qu'ils faisaient. Puis je trouvais ça important dans une perspective comme de dénoncer la culture des diètes, de dire c'est pas parce que ta célébrité préférée est raw vegan qu'il faut que tu le sois toi aussi, mettons. Mais j'avais pas parlé de véganisme, rien de ça. Fait que j'avais juste écrit ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans ton assiette, tu sais. Mais moi, c'était dans une mentalité complètement anti-diète, tu sais. Ouais. Il n'était pas question de véganisme pour moi et ça a été sorti de son contexte. Je pense que ça a été partagé dans des groupes Facebook de gens à checker. Elle se dit végane, mais elle dit que... Fait que là, les commentaires ont afflué sur mes 2 plateformes en message privé puis en commentaire. OK, c'est quoi, toi, ça te dérange pas que les gens égorgent les cochons puis des trucs comme ça? Extrêmement violent. Il y a des gens qui m'ont accusé de faire semblant d'être végane pour vendre des livres. J'étais comme, que tu connais pas le marché de l'édition au Québec, là, il y a personne qui... à moins des quelques élus, là, tu travailles pendant des mois, voire des années pour avoir comme... Pas de grosse pièce avec ça, là. Non, c'est ça. Fait que si j'avais voulu faire la pièce, j'aurais choisi autre chose. Ouais. Mais tu sais, moi, en fait, que la chose la plus importante pour moi, c'est mon intégrité, là. Quelqu'un qui remet en question. Quelqu'un qui me fait un commentaire sur mon apparence, je suis comme, cette personne-là est comme c'est pas nice, mais genre, ça m'empêche pas de fonctionner. Quelqu'un qui remet en question mon intégrité, c'est comme la pire chose. Je comprends. Parce que c'est une des choses auxquelles je tiens le plus, c'est ce que j'exige ça des autres personnes autour de moi. Mais bref, fait que ça a été vraiment violent que j'ai retiré mes 2 publications puis j'ai été, je pense, 3-4 semaines sans rien publier sur aucun de mes médias sociaux. Puis dans les mois qui ont suivi, puis tu l'as sûrement vécu, à chaque fois que j'ouvrais, puis tu sais, j'avais un commentaire ça de long, mon cerveau, là, il scannait, y a-tu un cœur à quelque part, OK? Puis là, s'il y avait pas de cœur à quelque part, j'étais comme, c'est clairement un message violent. Puis là, je le lisais, puis j'avais le cœur qui débattait. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça m'a pris des mois avant d'être à l'aise à nouveau de publier. Puis tu sais, c'est pas grand-chose, là. Puis les affaires qu'on m'accusait de faire, je savais que c'était pas vrai. Non. Mais c'est pire, c'est ça qui est pire, quasiment. Ouais, c'est pire parce que j'étais comme, attends. C'est pour ça que c'est pire, moi, je pense. Mais aussi, tu sais, ça a eu du bon. J'ai eu des échanges en message privé. Il y en a des militants qui étaient comme fâchés, comme que j'ai eu ce take-là qui manquait de nuance. Dans le contexte où il y a beaucoup de gens qui savent pas que je milite contre les diètes, qui pensent que je suis juste une végane, que je suis pas quelqu'un qui a de multiples facettes, tu sais, que c'est ma seule identité, c'est d'être végane, mais non, tu sais, ça fait partie de moi, mais c'est pas juste ça. Fait que je l'ai compris, leur colère, puis tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit, gars, c'est parce que moi, là, j'ai passé la fin de semaine à militer sur le bord d'un abattoir, puis là, j'ouvre Facebook, puis je vois que toi, que tout le monde applaudit d'être végane, t'écris ça, elle dit, je me sens comme trahie, puis j'étais comme, je comprends ton point de vue, ça justifie pas la violence comme que j'ai vécue. Puis on peut juste s'entendre en ce moment que c'est extrêmement inconfortable de savoir qu'il y a des animaux qui souffrent puis qu'en ce moment on a les mains liées puis il y a pas grand-chose qu'on peut faire plus que ce qu'on essaie en ce moment. Fait tu sais, je pense que les émotions sont élevées là autour du véganisme. Puis tu sais, avec Méchant Commentaire, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre quelques minutes pour discuter de quelque chose qui se discute difficilement dans une section commentaires, en fait, tu sais, parce que... D'élaborer. Ouais, d'être un peu plus dans la nuance, puis tu sais, d'essayer de comprendre le point de vue d'une autre personne aussi, puis souvent, un commentaire, ça peut être ignorant, tu sais, ça peut partir du fait que la personne n'est pas informée sur un sujet, elle fait juste répéter ce qu'elle s'est toujours dit, peut-être que ça la rend inconfortable parce que ça vient remettre en question ce qu'elle considère comme... sa réalité, puis confortable, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'essaie d'aborder ça avec beaucoup de compassion de part et d'autre. Je tolère pas la violence gratuite, par contre, là. Puis, tu sais, ça, s'il y a des gens qui me commentent, tu sais, qui me laissent des commentaires méchants, je vais les effacer puis les bloquer parce que je veux pas que ma communauté soit exposée à ce genre de messages-là. Ça reste un safe space, tu sais. Le plus possible, tu sais, ça le sera jamais, malheureusement, mais c'est ça. Puis je pense que c'est possible d'avoir ces discussions-là. Puis parler de véganisme dans la sphère publique, c'est la ligne, là, elle est tellement mince parce que moi, je me suis souvent fait reprocher par des véganes de pas être assez végane, dans le sens de pas partager assez de contenu choc ou de pas prendre position assez, comme de pas être plus, mettons, solide là-dedans. Puis d'un autre côté, si moindrement je partage du contenu en lien avec la cruauté animale, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « Excuse-moi, moi je te suis parce que tu nous fais pas sentir coupable, mais là tu viens de me faire sentir coupable, fait que je vais me désabonner. »
Je suis comme, Fait que là, OK. Fait que tu te rends compte finalement qu'il y a personne, tu peux jamais faire tout le monde. Ça, c'est sûr que non. Non, mais ce qui m'aide, c'est de dire, OK, regarde, essaie d'être fidèle à tes valeurs. Puis moi, je sais comme que la façon que je peux militer d'une manière efficace, puis quand je dis efficace, c'est que ça va être durable dans le temps. Tu sais, que je ne vais pas arrêter de le faire parce que j'y ai pensé. Tu vas pas te brûler en le faisant. J'ai arrêté pendant longtemps, même, tu sais, j'ai dit pendant 3 semaines, je peux aller sur les médias sociaux, mais je pense que pendant presque 2 ans, j'ai pas partagé de contenu vraiment en lien avec le véganisme, sauf le fait que mes recettes le sont, parce que j'étais comme, ça a l'air qu'il n'y a pas une bonne façon d'en parler, fait que je vais juste pas en parler, mais j'étais comme... Ça choque les gens. C'est fou parce qu'on a vécu la même chose. Mais oui, puis je suis comme, mais attends, ça fait pas avancer les choses. Là, puis moi, je suis vraiment ouverte à la critique constructive. Tu sais, quelqu'un qui me disait, tu sais, moi, je suis végane, puis je te suis, puis tu sais, t'as dit ça, puis tu sais, moi, j'apporterai un peu plus de nuances. Je suis toujours ouverte à ça. Ça, c'est clair. Mais si les gens qui me suivent s'attendent à ce que je sois parfaite, comme je vous le dis, vous allez être déçus, là. Je le suis pas, là. Il y a personne qui l'est. Puis à chaque fois, ça m'attriste de voir qu'on vit dans un monde où est-ce que on se donne pas on n'est pas généreux avec l'autre. Si, mettons, là, puis moi, je me souviens, je sais exactement de quelle publication. Tu te souviens de ma controverse? Oui, je m'en souviens exactement parce qu'on s'était parlé en message vocaux cette fois-là, puis j'avais essayé de, tu sais, puis cette fois-là, j'ai reçu des menaces de mort. Ça n'a pas de bon sens. C'est terrible. Honnêtement, alors, la raison aujourd'hui, pourquoi 3 ans plus tard, je n'en parle plus ou presque, c'est à cause de ça, parce que ça a été très, très violent pour moi. Et quand, au fond de mon cœur, je le savais à quel point c'est important pour moi, tout ça, à quel point c'est important pour moi, ça m'a énormément blessé. Je me suis senti, moi aussi, trahi par cette communauté-là. Mm-hmm. Et j'ai comme transformé cet impact-là que je peux avoir dans différentes sphères de ma vie. Pour moi, avoir un impact, c'est de voir que, finalement, mon frère est devenu végétarien. Mm-hmm. 4 ans plus tard, quand au début il me disait, moi, du lait d'amande, jamais je vais boire ça. Aujourd'hui, il ne reboirait plus jamais du lait de vache. Donc, comme, aujourd'hui, je me dis, moi, en étant qui je suis puis en ayant ces valeurs-là, je les propage dans ma vie de tous les jours aussi, tu sais. Oui. Ça fait partie de moi. Et quand il y a vraiment quelque chose qui me dérange ou que je dois dénoncer ou qu'il y a vraiment quelque chose que je sens que j'ai l'énergie pour le faire, je le fais encore. Mais vraiment, vraiment moins. Ouais, je te comprends. Mais ça change pas ma relation avec les animaux. Ça change pas les raisons pour lesquelles j'ai pris cette décision-là. Je trouve ça vraiment horrible que tu aies reçu des menaces de mort. C'est terrible, pour vrai. Puis après ça, les véganes pourraient dire, les animaux sont tués à chaque jour. Je suis comme, attends... Oui, mais 2 choses peuvent exister en même temps, tu sais. Puis moi, il y a une chose qui m'a beaucoup aidée, puis peut-être que ça t'aide aussi ou que ça t'aiderait, mais c'est quand j'ai arrêté de suivre des comptes mettons, de militantisme vegan, juste d'hommes blancs, mettons. Et j'ai commencé à le voir dans un angle beaucoup plus intersectionnel. Puis tu sais, quand tu rentres dans la justice sociale, puis je pense que le véganisme, c'est une porte d'entrée dans la justice sociale pour beaucoup de gens. Moi, ça a été ça, tu sais, j'étais beaucoup moins féministe avant parce que je connaissais pas tant la cause, tu sais. Puis là, tu te mets à t'intéresser à plein de choses. Tu sais, en 2020, là, moi, ça m'a rentré dedans, le Black Lives Matter, puis j'étais comme, je pensais pas que j'étais raciste. Parce que, tu sais, dans ma conception, c'était pas ça. Puis finalement, j'étais comme, attends, j'ai plein d'angles morts, là. Il y a plein de choses sur lesquelles je n'étais pas éduquée. Les pensionnats autochtones, je n'étais pas éduquée là-dessus. Puis un coup que tu te rends compte, en fait, plein de choses, tu sais, je vais donner un exemple, là. Il y a 20%, je pense, des Canadiens qui vivent l'insécurité alimentaire. Tu sais, 20%. Si ton véganisme n'est pas intersectionnel avec ce concept-là, puis tu dis tout le monde peut être végane, je suis comme, attends, il y a 20% de la population qui ne peuvent peut-être même pas faire un choix par rapport à ce qu'ils mangent. Fait que non, moi, je vais reconnaître que si tu as le choix de ce que tu peux manger, tu as le privilège de choisir ce que tu peux manger parce que tu n'as pas de conditions médicales, tu n'as pas d'histoire de troubles alimentaires, tu as accès à une variété d'aliments. Moi, je pense que tu as la responsabilité de t'éduquer pour faire les meilleurs choix en fonction de tes valeurs. Est-ce que c'est les animaux, l'environnement, toutes ces réponses, ta santé, blablabla, il y a plein de choses, tu sais. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas ce privilège-là de choisir. Fait que moi, comme végane, je vais dire non, tout le monde devrait être végane. Je suis comme, attends, tu sais, c'est pas... ça, il y a plusieurs layers à ça. Oui, exactement. Ouais. Puis quand j'ai commencé à suivre des personnes qui militent pour le véganisme, mais qui sont aussi des gens qui vont défendre, en fait, la diversité culturelle, qui vont dénoncer le racisme, qui vont parler de tout le fait qu'il y a trop de voix blanches dans le mouvement vegan, puis qu'après ça, on voit comme
ça fait qu'on confond le véganisme avec une diète de wellness, là, tu sais. Puis on s'imagine qu'être végane, c'est de boire des smoothies à spiruline. Puis c'est comme non, là. Moi, j'haïs ça, la spiruline. C'est bon, ça goûte le fromage. C'est vrai que c'est pas juste ça. Mais c'est ça, non. C'est quelque chose qui peut être accessible à beaucoup de gens. Si on voit par exemple, toute l'étendue culturelle, puis un des épisodes de Méchants commentaires porte là-dessus, sur vraiment le fait qu'il n'y a pas assez de voix diversifiées dans le mouvement vegan. Et ça m'a attiré des commentaires de véganes, des hommes blancs, qui me disaient, ben non, tu sais, t'as pas raison, il y a personne qui dit que le vegan, ça devrait être juste pour les blancs. Je dis, attends, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis que des gens qui font partie de communautés comme afrodescendantes, par exemple, disent qu'elles se sentent vraiment mises de côté dans le mouvement vegan, puis elles aimeraient ça qu'on leur donne plus de temps de parole et tout ça. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment, tu sais. Puis c'est inconfortable. Tu sais, on l'a vu là dans les dernières années, c'est inconfortable, toutes les discussions autour de la justice sociale, puis le véganisme, pour moi, c'est un des pans de ça. Mais quand tu commences à être plus, tu sais, au même titre que quelqu'un là qui, je sais pas, qui a la responsabilité de 2 enfants, le mari fait rien, la femme est brûlée. Puis là, il faudrait que ça soit sa responsabilité à elle, en plus d'apprendre complètement une autre façon de cuisiner, puis de dépenser plus d'argent pour des produits qui sont moins accessibles parce qu'elle habite en région. Donc, non, tout le monde devrait être vegan. Je suis comme, attends, là, cette personne-là a peut-être de la misère comme juste à finir ses journées là, avec toute la charge mentale qu'elle a déjà. Fait que si on parle pas de féminisme, si on parle pas de politique alimentaire qui rendent le lait de soya moins cher que le lait de vache à l'épicerie, c'est une aberration, là, ça, par exemple, qui sont encore plus chers parce que c'est juste parce qu'on c'est financé, c'est super subventionné. Donc, tu sais, si on n'a pas ces conversations-là, on peut pas avoir des conversations de noir ou blanc, là, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant, puis de consommer du contenu par des personnes qui sont souvent à l'intersection de plusieurs identités, puis qui sont d'identités marginalisées, puis qui sont aussi véganes. Moi, ça m'a vraiment amené à avoir une vision plus nuancée. Pas que je crois pas que c'est terrible, la cruauté animale. C'est juste que tu comprends que ça peut exister en même temps que ça, puis en même temps que ça, puis en même temps que ça. Puis c'est très inconfortable parce qu'on est bien plus confortable dans le noir ou dans le blanc, là. C'est bien plus confortable de se réfugier dans du tout noir ou tout blanc. Mais le gris, il est partout, puis faut apprendre à accepter des fois qu'on est impuissant par rapport à certaines choses en ce moment. T'sais. En ce moment, c'est ça. Les politiques sont comme ça. La situation, c'est ça. Il y a des gens qui vivent tel type de pression. C'est pas leur priorité en ce moment de sauver les animaux. Puis moi, c'était dans cette optique-là, le contenu que je partageais. C'était dans l'optique de rendre ça plus accessible. De rendre ça plus accessible, de montrer que... Je m'en sais. On ne mentionnera pas c'était quoi, mais on s'en souvient. On s'en souvient. Je pourrais te chanter le jingle. Je le ferai pas. On s'en souvient. Mais là, on arrive bientôt à la fin. Moi, je voulais juste savoir... est-ce que tu trouves qu'on a fait du changement depuis les 10 dernières années? T'sais, on voit de plus en plus, je pense à mon café ce matin, que là, on a plein de sortes de lait végétal. Je rêve d'un monde où on ne paiera pas $1 de plus pour ce lait-là. Mais ça, est-ce que tu trouves qu'en 10 ans, il y a eu un beau changement? Ça, c'est fou. Moi, ça va faire 12 ans cette année là, que je suis végane. Écoute, juste là, le plus bel exemple, c'est l'allée des fromages à l'industrie. Ça n'a pas de bon sens. Il y a 8 ans, là, il y en avait 2 sortes. On a déjà été comme personally victimized là, par Daya. Là, c'était comme le seul fromage qui goûtait comme le tapioca. La texture, oh mon Dieu. Mais juste, oui, ça a beaucoup plus évolué. Les options dans les restaurants, il y en a de plus en plus. Oui. Puis moi, je me réjouis vraiment beaucoup de ces progrès-là. Mais, le mais, en fait, c'est que, souvent les gens disent, ben non, c'est bien mieux que c'était avant, là, tu sais. Attends, je pourrais compter sur le doigt d'une main les restos véganes à Montréal où je peux aller manger. Tu sais, un resto, mettons, qui est pas genre sous le bras là, pour le lunch là, avec des néons. Là, je pourrais compter sur le doigt d'une main à peu près là, les bons restos véganes. Tu sais. Alors que Montréal, je pense que c'est une des villes en Amérique du Nord où il y a le plus de restaurants par habitant. Là, tu sais. Donc, ça en dit long. Un autre exemple, juste comme va dormir à l'hôtel, puis essaie de te commander un déjeuner vegan. Là. Ben, tu peux pas. Il y a rien, là, tu sais. On revient du Japon. C'est ce que j'allais dire. Au Japon, ça a été extrêmement difficile pour moi. J'ai eu faim. Une chance, t'avais du beurre de pinot et des cachous. Oui, ça a été difficile et je m'attendais à une réalité complètement différente. Je pensais que ça allait être facile et ça l'a pas été. Donc, oui, il y a du progrès. Oui, c'est ça dépend partout dans le monde. Il y en a. Mais j'ai l'impression que mettons, puis tu sais, Montréal, c'est une ville qui est super accessible pour les véganes, c'est reconnu, on est souvent dans des top 10, là.
Mais en ce moment, c'est comme si quand t'es végane, tu peux être accommodé à beaucoup d'endroits. En fait, c'est ça. Ah ben oui. Mais je suis comme, attends, on est en 2023, la planète se réchauffe, on sait que les animaux souffrent, les données sont là, on a la science qui nous le montre. Tu sais, on le sait que l'agriculture animale, c'est extrêmement ça prend extrêmement trop de ressources, en fait, par rapport à l'agriculture des végétaux. Mais il y a des politiques en place, des lobbies, tout ça qui fait que ça bouge pas. Pour moi, ça n'a pas de sens qu'on n'en soit pas plus avancé que ça, honnêtement. Je pense que tout devrait être végétalien avec des options de viande puis de fromage quand on en veut. Le contraire. Ça devrait être le contraire. Puis là, je dis pas bannissons la viande. Non, tu peux en prendre, tu peux en commander si tu veux, mais ça devrait être une option. Puis, tu sais, la preuve qu'on n'est pas encore avancé, là, à l'automne 2022, la SPCA, ils ont fait une pétition, ils demandaient aux gens de signer pour dire on veut réclamer à l'Assemblée nationale que dans les institutions publiques au Québec, il y ait au moins une option végane sur les menus des cafétérias. Tu sais, donc les bureaux gouvernementaux, les écoles, les lieux d'hébergement. Ouais, c'est ça, les hôpitaux, les lieux d'hébergement, puis tout ça. Puis comme, attends, on est en 2022 l'année passée, puis il faut faire une pétition, là. Faut aller sonder le peuple, leur demander de manifester pour avoir une option. C'est pas un menu complet, là. Non, une option. Puis comme... Une toast à l'avocat, ça va nous faire... Non, mais ça coûterait tellement moins cher. Tu sais, d'ailleurs, à l'ITHQ, il y a le programme d'alimentation végétale depuis 3 ans. Ah, je savais pas ça. Ce sont des gens qui sont gradués de l'ITHQ qui vont faire ce cours-là comme de quelques mois, comme pour se bonifier, disons, au niveau de... C'est beaucoup des gens qui travaillent dans les restaurants qui disent qu'on a de plus en plus de demandes. Okay. Il y a aussi beaucoup d'étudiants de l'ITHQ qui font le cours comme un peu classique, puis sont comme, moi, je suis végane, puis j'aimerais ça apprendre comment amener la cuisine plus loin. Mais c'est aussi des institutions, tu sais, les garderies, les hôpitaux, que les gens qui font les menus veulent cuisiner plus végé parce que ça coûte moins cher, tu sais. Fait que ça aussi, là, on sait que tout coûte plus cher, que se nourrir, ça coûte plus cher. Ouais. Mais pour, mettons, un niveau, on le met à l'échelle là, des institutions publiques. Là, imagine comment on économiserait si on mettait par défaut des lentilles plutôt que de la viande hachée ou du poulet dans des recettes, tu sais. Fait que c'est là, pour moi, je trouve oui, c'est mieux. Il y a plus de sortes de fromages. Puis, tu sais, il y a vraiment quelques bons restos véganes qui n'existaient pas, même il y a 5 ans. Puis, dans les restos qui ne sont pas véganes, quand il y a un chef sur place, en général, ils me font des trucs vraiment cool, genre. Fait que ça c'est important aussi. Mais on est encore au stade de se faire accommoder, alors que d'après moi, on devrait être ailleurs, là, tu sais. Sans imposer le véganisme à tout le monde, parce que probablement, ça n'arrivera pas, là, ça. Mais déjà, juste que de normaliser le fait de mettre les plantes au cœur de l'assiette, puis après ça, t'as envie d'ajouter un peu de fromage, un peu de viande, parce que c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Fine. Moi, j'aime ça, je trouve ça beau. Comment t'as dit ça? Centraliser les plantes. Non, mettre les plantes au centre de l'assiette. Ouais, mettre les plantes au centre de l'assiette. C'est beau, ça. Un autre chandail pour toi. Mettre les plantes au centre de l'assiette. C'est beau de mettre les plantes au centre de l'assiette. J'adore. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de penser. Ouais. Vraiment. Puis là, le temps passe vraiment vite. On est presque rendu à la toute fin. J'ai envie de te poser une dernière question. Là, on connaît bien Louni. Tofu magique, Louni. Mais qui est vraiment Caroline Huard? Quelles sont tes passions dans la vie, tes autres passions que la cuisine? Est-ce que tu peux nous révéler ce que Caroline Huard fait quand elle ne cuisine pas ou quand elle ne milite pas? Écoute, c'est une bonne question. C'est quelque chose qui est en train de se redéfinir beaucoup dans les dernières années parce que là, ça fait 4 ans que j'ai fait ma transition de carrière. Et là, bon, il y a un petit pépin, là, un petit contretemps mondial qui est arrivé là, entre-temps. Là, depuis on sait pas de quoi tu parles. Mais j'en suis encore à essayer de définir la distinction entre ma vie personnelle puis ma vie professionnelle, je dirais. Avant, c'était clair, là, tu sais, j'amenais pas comme de travail à la maison. Mais là, tu sais, vu que ça a commencé comme un hobby pour moi, les médias sociaux, j'ai encore la difficulté à séparer les deux. Puis mon travail prend beaucoup de mon temps puis de mon énergie parce que je travaille sur plein de projets en même temps qui me passionnent. Puis tu sais, c'est un peu ça le problème quand t'es passionné. Là, c'est que... C'est plein d'affaires. Ouais, mais moi, une de mes activités préférées qui implique pas d'être avec d'autres personnes, c'est de marcher très longtemps en écoutant des livres audio, des podcasts. C'est comme une de mes activités préf, là. Je peux marcher pendant des heures et des heures ou courir ou alterner les deux. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un je suis vraiment une bébite sociale. J'aime vraiment être avec les autres. J'aime ça rencontrer des nouvelles personnes. Fait que j'aime beaucoup les activités comme, je sais pas, des lancements. J'aime beaucoup croiser des gens au hasard puis tu sais, jaser comme ça. Mais je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps tout seul pour comme digérer tout ça. Puis pour moi, la marche, c'est comme une activité qui permet de faire ça. J'aime beaucoup tout ce qui est créatif, en fait. Puis c'est pour ça que j'étais allée dans la cuisine.
Fait que, tu sais, j'ai pendant longtemps fait des arts visuels, des trucs comme ça. J'ai essayé de m'y remettre dans les dernières années, mais vu que c'était pas une priorité, j'ai pas de temps consacré de temps, tout ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Mais à la base, tu sais, pour moi, là, mettons quelque chose, une journée idéale, là, c'est d'être avec des amis proches dans un chalet, d'aller faire une rando, de prendre le temps de se cuisiner quelque chose en gang. Ça, pour moi, c'est genre la plus belle affaire au monde, tu sais. D'avoir des longues discussions profondes, philosophiques avec les gens, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je pense que c'est beaucoup ça. Mais j'en suis encore à essayer de me redéfinir là, dans les dernières années. Est-ce que parfois ton métier d'avant te manque? La seule chose qui me manque, c'est le contact privilégié avec des gens qui te racontent leur histoire, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment... C'est beaucoup quelque chose que j'ai retrouvé avec le balado, tu sais, justement, tu sais, de faire des longues entrevues. Gens, ça me manque vraiment de sentir que tu fais une différence dans la vie de quelqu'un. Ce qui me manque pas, c'était toute la structure administrative autour de ça. Tu sais, moi, les gens que je voyais, ils bénéficiaient d'une assurance invalidité, donc il y a de la pression de l'assureur pour que la personne aille bien rapidement. Mais là, comment ça se fait? Il est pas retourné au travail. Lui, ça fait comme 4 mois là, qu'il est en dépression. Là, ça nous coûte cher. Là, fait qu'il faudrait qu'il aille mieux. T'sais. Fait que ça, c'est le genre de choses que c'était rendu un peu lourd pour moi de dealer avec ça. Mais ouais, ce côté-là me manque. Les gens, mais pas au point de retourner faire le métier. Plus d'essayer de retrouver ça ailleurs. Et là, est-ce qu'il y aurait un autre livre bientôt? Je travaille pas sur un livre en ce moment. Parce que là, on a déjà 2 livres. Oui. On a 2 livres de cuisine. D'ailleurs, j'en ai un là, je l'ai oublié de l'amener sur le plateau. Je voulais que tu me l'autographies en direct. Écoute, je pourrais te faire ça hors caméra. Moi, je veux que tu me l'autographies, genre à toi, Carl, tu sais, pas de même. Hey, autographie. Celui qu'on est allé au lancement. C'est celui qu'on est allé au lancement. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Oui, on est allé au lancement. 2019, ouais, que j'ai lancé mon premier livre. Ben oui, ça fait, oui, je me sais, j'ai revu des photos récemment, puis je te voyais, là. Mais oui, c'était mon premier livre, il n'y a pas eu de lancement pour le deuxième, il est sorti, là, avec le petit pépin mondial, comme il n'y a pas eu de lancement pendant quelques années. Oui, les 2 livres, c'est vraiment des beaux succès, là. Pour vrai, je me considère chanceuse, merci. Oui, donc, il y a les 2 livres, je travaille pas sur un autre livre en ce moment parce que j'ai pas trouvé un angle comme, tu sais, je veux pas dire, voici d'autres recettes. Il faut que ça soit plus organique, naturel. J'ai pas trouvé encore une idée. Puis là, ça va faire bientôt 1 an que je suis collaboratrice avec la plateforme Mordu de Radio-Canada qui occupe beaucoup de mon temps. En plus des autres projets, tu sais, moi, je mange à Télé-Québec qui revient pour une 5e saison qu'on commence à tourner dans 2 semaines ici. Puis plein d'autres projets comme ça. Donc, j'essaie aussi vu que j'essaie de m'accorder plus de temps libre, là, comme personnel aussi. Je me suis pas imposée de réécrire un livre dans la dernière année. C'est correct. C'est beaucoup, là, tu sais. Puis j'ai ma business aussi de produits en épicerie aussi. Oui. Que ça, c'est une autre affaire, l'entrepreneuriat. C'est comme un autre bébite, là. C'est comme, moi, si tu m'avais dit un jour tu vas être entrepreneur, j'aurais dit non. Si je t'avais dit, il y a comme 7-8 ans, tu vas avoir du tofu dans les épiceries. Tu vas voir ton produit en épicerie, tu vas faire de la télé. J'aurais été comme, non, ça se pourra pas, là, tu sais. J'étais comme, jamais tu maintenant, la télé, t'aimes ça? Moi, j'adore faire de la télé. J'aime pas tant ça me voir à la télé, mais je pense qu'il y a personne qui aime ça. Non, je te confirme, j'aime pas ça moi non plus. Il y a personne, puis je pense que personne n'est à l'aise, tu sais. Mais non. Très rare, en tout cas, les personnes qui le sont. C'est ça. Mais je suis comme un peu neutre par rapport à ça. J'aime pas particulièrement ça, mais comme c'est pas un frein, là, tu sais. Mais ce que j'aime vraiment de la télé, c'est de travailler en équipe avec des gens. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Tout le monde est comme, tout le monde est bon, là, tu sais, dans ce qu'il y a à faire. Tout le monde est focus. Puis, tout le monde peut compter sur tout le monde. C'est tellement le fun. Vous faites pour les bonnes raisons aussi. Oui, c'est ça, quand tu travailles tout dans un but commun. Comme nous, on peut compter sur Fred en arrière, lui, il s'occupe de tout. Et voilà. Les éclairages, les micros, les caméras. Il fait tout. C'est lui qui me maquille aussi avant, qui me coiffe aussi avant. Ah ouais, c'est lui qui m'a fait ma mise en place. Oui, c'est lui qui fait tout le glam ici, le CCM. Le CCM. Mais tout ça, puis toi, avec Mordu aussi, je travaille avec une équipe aussi éditoriale. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que, dans le fond, tu sais, je gagne ma vie en créant du contenu pour les médias sociaux, mais qui n'est pas juste du contenu publicitaire, parce que ça, c'est une des choses. Les gens, ils pensent que quand tu as des abonnés, ça vient avec un chèque là, sur Instagram. Ouais, non, là. Mais d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a 2-3 ans là-dessus où j'expliquais pourquoi c'est important d'encourager les créateurs de contenu. Bon. Oui, je m'en souviens, ça l'a envoyé en DM. Non, mais ça avait beaucoup voyagé, cette vidéo-là. Mais c'est ça, fait que il faut tout le temps que tu fasses de la pub. J'ai quelques clients que j'ai gardés que je travaille avec eux depuis des années puis je continue de le faire. Mais pour moi, j'avais envie
d'aller vers quelque chose qui était plus juste de la pub. Là. Je voulais faire plus du contenu éditorial avec une équipe. C'est ce que ça me permet de faire avec Mordus. Et ce que je trouve le fun avec Mordus, c'est que c'est des capsules qui sont faciles à écouter, qui sont faciles à retrouver. Cool, On peut les partager en ligne. Et si vous les avez pas vus, je vous conseille fortement de les voir sur Mordus. Méchants commentaires. Méchants commentaires. Et je t'en ai envoyé quelques-uns que j'ai trouvé vraiment le fun. Puis je trouve que c'est un très beau concept. Moi, j'adore ce genre de concept où on lit les commentaires négatifs puis on réagit. Il y a plusieurs célébrités américaines qui le font. Comme vraiment... Twitter, les mini-tweets. Avec Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, c'est ça. Les mini-tweets, donc, voilà. Et je te le répète en terminant, mais je t'aime beaucoup. On t'aime. Et merci pour tout ce que tu fais. Et quand tu parles de plusieurs personnes qui ont un même projet, une même idée, puis on fait avancer les choses, moi, je pense que ton rôle, il est parfait pour toi. Et moi, ça m'inspire beaucoup à prendre davantage place dans le rôle que moi aussi, je pourrais avoir là-dedans. Depuis ces nombreuses années-là que je fais ça. Et voilà. Alors, on t'aime pour de vrai. Merci. On peut te suivre sur Instagram, @Loony, L-O-O-U-N-I. Je vais te faire une confidence. Je sais jamais si c'est 2 O, 2 U. Il y a 3 voyelles. Et un U. C'est 2 O puis un U. Parce que le mot... c'est tout le temps 2 U. Il y a 3 voyelles. Il y a tout le temps 2 O, mais il y a un U aussi. O-O-U. Mais c'est que... Y a une raison? Ben, en fait... Moi, je l'ai lu dans mes recherches. Ouais, Loony, ça vient de Huard. C'est mon nom de famille. Oh. Un loony, c'est une pièce de $1. Ou un loon, c'est l'animal, le huard. OK, oui. Donc, un loony, c'est une pièce $1. Mais je l'ai comme francisé en rajoutant un U-L-O-O-U-N-I-E. Ben, c'est malade. Ça te va bien. Puis c'est un beau marketing. Puis, tu sais, loony aussi, c'est comme un loony bin. C'est genre un asile de fou. Tu sais, un loony, c'est genre, t'es un peu viré sur le top. Puis, je suis comme, ouais. On aime ça. non. Et là, on va pouvoir te retrouver à l'automne, t'as dit tantôt? Oui, moi, je mange de retour pour une 5e saison à Télé-Québec. Et pour ce qui est de ton balado, on peut toujours l'écouter sur audio. C'est disponible gratuitement. On peut écouter ça à plat ventre et je vous conseille fortement de l'écouter. C'est vraiment un balado, c'est vraiment un documentaire en 5 épisodes. Donc, c'est une série qui a un début puis une fin. C'est pas comme tu peux écouter n'importe quoi. Tu commences du début, ouais, tu ça s'écoute un après l'autre. C'est pas comme j'ai pas des invités à chaque semaine, là. Non. C'était difficile au montage, là, parce que t'as 1h30, 2 heures d'entrevue avec quelqu'un puis tu gardes 3-4 minutes, là. Ben, tu sais, vous le savez, vous choisissez des extraits pour les médias sociaux. Mais au moins, l'entrevue, non, faut juste garder des petits bouts. Fait c'est de te faire évoluer dans ton projet, mais j'ai beaucoup aimé ça, faire du documentaire. Ça m'a donné la piqûre, là, aussi. Oui, ça, là, moi, je pense que c'est une piqûre que je vais avoir dans ma vie à un moment donné, là. C'est comme on dit, ça s'en vient. C'est comme, j'anime aussi un balado sur audio avec Desjardins où on parle de finances puis de psychologie reliée à ça. Puis on a eu l'année dernière, puis ça... Bon, j'allais dire de quoi faut pas que je dise. Mais ça a failli, tabarnouche que ça a failli. Mais l'année dernière, on a rencontré un thérapeute qui nous a expliqué plein d'affaires sur les finances puis notre relation avec l'argent, pourquoi c'est comme ça, selon plein d'affaires. Mais tu sais, l'entrevue, c'était comme 1h30, mais dans le balado, c'est 5 minutes, tu sais. Puis là, je l'écoutais puis je me disais, c'est bon, mais l'entrevue intégrale, c'était vraiment bon. Mais ce qui est le fun, c'est que moi, j'en sors grandi de ça. Regarde, c'est exactement ça. C'est ça, exactement. Donc, ben voilà, on te retrouve sur toutes ces belles plateformes-là, puis on t'aime. Moi aussi. Hey, 1h30 de beau blabla. Wow. Ça a duré 10 minutes. Je sais. Incroyable, ça passe vite. Ça passe tellement vite. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous invite à aller nous suivre sur Instagram, sur YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.